Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit de réponse. Droit de réponse est votre magazine dominical chez Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée aux rencontres économiques du Cameroun dont le but, selon le journal Le Messager, était de doper le dialogue public-privé. Cameroun Tribune indique qu'il s'agissait pour les pouvoirs publics et le monde des affaires de se mettre ensemble et accorder leur violon dans le sens de redynamiser les relations pour un climat des affaires plus attractif. Le journal Cameroun Eco Business précise que des recommandations stratégiques ont été faites dans le sens de lever les obstacles qui entravent le développement économique. Pourquoi a-t-on le sentiment d'avoir déjà entendu cela ? N'est-ce pas la même chose qui a été dite lorsqu'on organisait la conférence économique internationale des 17 et 18 mai 2016 dont le thème était « Investir au Cameroun, terre d'attractivité ». N'est-ce pas la même chose que les patrons d'entreprises répétaient à toutes les rencontres du Cameroun Business Forum? Et si finalement on ne répétait que les mêmes choses, les mêmes recommandations, un peu comme les recommandations du Premier ministre sur le piteux état de la voirie et l'insalubrité dans la ville de Yaoundé. Cameroun Tribune note que le Premier ministre remet la pression, et à juste titre, car avant la concertation du 25 février dernier, qui a donné lieu à une nouvelle sortie du chef du gouvernement sur le sujet, ce dernier avait déjà fait une déclaration semblable le 27 octobre 2023. Les voiries sont dans un état de décrépitude, disait Joseph Diangouté. J'ai ordonné des travaux d'urgence pour traiter 24 heures sur 24 la physionomie de Yaoundé, vitrine du Cameroun. Fin de citation. Joseph Diangouté l'indiquait dans un tweet. Pourtant, le 25 février dernier, il faisait un nouveau tweet qui s'apparente à une pâle copie de celle du 27 octobre 2023. À l'immédiat, écrit le Premier ministre, doivent être engagés des travaux d'urgence pour traiter 24 heures sur 24 tout l'état d'immondice, les nids de poules ainsi que l'éclairage public de la cité capitale. N'est-ce pas du déjà entendu? Le Premier ministre ne se répète-t-il pas? Comment comprendre le concept d'urgence évoqué par le chef du gouvernement? Est-ce que les membres du gouvernement prennent au sérieux les prescriptions du Premier ministre chef du gouvernement? On pourrait d'ailleurs se poser la même question pour ce qui est des prescriptions du chef de l'État ou même des lois de la République. Est-ce que les actes du chef de l'État sont pris au sérieux? Sinon, comment des compatriotes, parmi lesquels le ministre, peuvent piétiner le décret du président de la République promulguant la loi du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun en traitant en mondovision l'une de ces figures de bandits, de grands bandits. Comment comprendre le mutisme des pouvoirs publics face à cette horreur? Comment laisser passer une telle ignominie? Ne faut-il pas finalement donner raison à ceux qui pensent que les profanateurs de la mémoire d'Ernest Ouandi appartiennent à un cabinet noir qui veut manipuler l'opinion à des fins de pouvoir politique? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de Droit des réponses de ce dimanche 2 mars 2025. Convié sur le panel cette mi-journée, j'introduis tout d'abord l'honorable Samuel Motte. Bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, merci pour l'accueil qui m'a été réservé. Je suis très heureux de participer à ce débat dominical. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes député de la Nation et vous êtes communicant du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Louis Mengue, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur Langlois, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans les excroissances territoriales du Cameroun, c'est-à-dire à l'extérieur. C'est toujours un honneur de pouvoir répondre à cette invitation et surtout d'apporter des éclairages sur les problématiques que vous avez jugées utiles. Donc j'espère être à la hauteur de manière modeste pour présenter mon parti, le mouvement pour la renaissance du Cameroun dans le cadre de ce débat. Le MRC, Bien un sûr. parti de l'opposition. Bien sûr. Sur le plateau également, Edmond Kamga, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval Fangwa, bonjour aux copanélistes. Je renouvelle mes salutations fraternelles, amicales et cordiales aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Merci Edmond d'être venu, éditorialiste à la Nouvelle Expression, consultant sur le droit des réponses. Aristide Mono, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval Fangwa, bonjour à tous les co-discutants du jour, bonjour à tous les amba du Cameroun. Merci d'être là, Aristide Mono. Je vais commencer avec vous, honorable Samuel Motte, sur cette question en rapport avec les rencontres économiques de Yaoundé, du Cameroun.
Il faut indiquer, lorsqu'on parcourt les journaux cette semaine, que la presse est beaucoup intéressée à ce sujet. Je prends quelques grandes unes. Cameroun Tribune, dialogue public-privé, ensemble pour la relance, accorder les violons entre les pouvoirs publics et le monde des affaires. C'est l'objectif des premières rencontres économiques du Cameroun portées par le GICAM. Il est question de redynamiser les relations pour un climat des affaires plus attractif. On sait qu'il y a des rencontres qui sont régulièrement organisées dans le sens justement de cette symbiose publique-privée. Je pense au Cameroun Business Forum, qui a malheureusement disparu depuis quelques temps maintenant. Il y a également des rencontres qui sont régulièrement organisées. Je suis en train de penser aux rencontres, à cette conférence économique internationale qui s'est tenue les 17 et 18 mai 2016. Je ne vais pas revenir sur toutes les autres rencontres. Au finish, est-ce que ça sert à quoi chaque fois de mobiliser l'argent du contribuable, organiser des réunions, des forats sur des sujets pour lesquels, en réalité, on n'a pas besoin d'aller sur Mars pour trouver des solutions? Oh, je recuse un peu votre angle d'entrée d'attaque parce que, en l'espèce, l'initiative n'est pas celle des pouvoirs publics. Elle est l'initiative assumée du GICAM. Mais est-ce que l'objectif n'est pas le même? Non, c'est parce que vous avez parlé de finances publiques que vous voulez vous prendre au mot. Des frais des fonds des contribuables, des impôts des contribuables. C'est pour ça que vous voulez vous prendre au mot. Mais en réalité, c'est une initiative. En réalité, toute réunion, à la limite, raisonnons par l'absurde. Si ça n'avait pas de raison d'être, le GICAM ne se plierait pas par carte pour pouvoir penser que le Cameroun Business Forum, qui est nettement plutôt organisé depuis 2020, que l'on puisse trouver son pendant en attendant effectivement qu'on accorde des violons pour trouver ce cadre de concertation. En réalité, on se réunit pour discuter. On se réunit également pour s'écouter, pour pouvoir penser qu'à travers un colloque comme celui-là, effectivement, on pourra tirer avantage pour le bien de tout le monde. Un forum économique, c'est par essence, déjà, comme je le disais tout à l'heure, partage de connaissances sur les tendances économiques. Je veux dire, quand vous ne vous réunissez pas, y compris pour les acteurs économiques qui sont dans la scène, il est important de temps en temps qu'ils s'arrêtent pour pouvoir partager quelle est leur vision du monde. C'est également pour découvrir les nouvelles perspectives, mais c'est aussi une occasion pour nouer des partenariats. Cette histoire de nouer les partenariats, à la limite, quand ça se passe, les contrats, quand ils sont signés, peuvent être signés tout au long du forum, mais également, ça peut être également tout simplement un contrat que l'on prend et qui peut être fructifié par la suite. Mais également, c'est aussi, mais je crois que c'est l'intérêt, le nœud central de notre poème, quand vous parlez effectivement de l'assainissement du monde des affaires, c'est de trouver une meilleure collaboration entre le public et le privé. Et dans ce cadre-là, je pense quand même qu'il y a deux choses sur lesquelles je dois insister. Il faut cette notion d'écoute-là qui est fondamentale, notamment de la part de l'administration, à pouvoir accorder une oreille attentive à toutes les récriminations qui leur viennent du monde des affaires. Parce que nous avons certes une administration performante, mais il est important également que de temps en temps, qu'on puisse enrichir des expériences des autres. Parce que vous remarquerez très bien, il y a des gens qui consacrent tous 24 heures, 12 heures de leur vie quotidienne à penser sur un domaine qui n'est pas nécessairement celui du domaine de réflexion par excellence de l'administration centrale. Et de ce point de vue-là, effectivement, quand on se réunit, c'est pour essayer d'avoir ce partage d'expérience. Mais en même temps, de l'autre côté également, il faut que, pour qu'on puisse trouver une meilleure, qu'on puisse trouver un meilleur profit à ce type d'organisation, il faut également que l'on soit ingénieux, que le GICAM se présente plutôt comme étant une organisation de suggestions, de propositions, plutôt que tout ce que j'ai observé jusque-là. Je crois que c'est plus ou moins pour cela que le Cameroun Business Forum est plus ou moins mis entre parenthèses. Il faut également que ce soit une pouvoir de suggestion. Je vais vous prendre 3 exemples. Déjà, premièrement, sur la fiscalité qui fait l'objet de discussions à n'en plus finir dans le cadre de ces forums-là, mais également l'histoire notamment des devises que nous avons connues, rareté des devises que nous avons connues à un moment donné, et je déboucherai par exemple également sur le chômage. Sur le plan, par exemple, de la fiscalité, quand vous suivez les membres du GICAM, ils ont tendance à dire « oui, mais il y a trop d'impôts au Cameroun ». Peut-on faire un État sans impôt? L'impôt, par essence, est considéré comme étant une participation citoyenne à la couverture de la dépense publique.
Après, maintenant, on peut voir à hauteur de combien est-ce qu'on taxe les uns les autres qui y participent. Mais par réflexe déjà, je peux vous assurer qu'aucun de nous ne paye de l'impôt de bon cœur. Et donc, il faut quand même que l'État trouve des moyens de coercition là-dedans pour pouvoir dire qu'en réalité, il faut que tout le monde y passe à la casse. Aujourd'hui, quand on regarde notre administration telle qu'elle fonctionne, on voit très bien que les méthodes de collecte s'améliorent. Et en réalité, quand vous entendez l'élargissement de l'assiette fiscale, ces 10 dernières années, on a moins élargi l'assiette fiscale. Si notre administration est plus ou moins performante à atteindre les objectifs qui sont fixés en début d'exercice, c'est tout simplement que les mécanismes de collecte sont améliorés. Or, vous entendez tout le temps le logique à me dire on paye trop d'impôts. Non, c'est vrai. Mais honorable, ok, là, vous prenez la question de la fiscalité. Oui. Mais est-ce que ces entreprises se plaindraient davantage sur la question de la fiscalité si on avait un climat des affaires qui leur permettait justement de faire des affaires de façon sereine, d'avoir les chiffres qu'ils souhaitent, ils paieraient certainement les impôts sans une partie de cet impôt est assise sur deux impôts majeurs. L'impôt sur les sociétés. En réalité, quand on parle de l'impôt sur les sociétés, vous ne payez pas l'impôt sur les sociétés à quelques rares exceptions, une exception plus ou moins camerounaise, c'est ce que le patronat camerounais pense, où il y a également un impôt minimum forfaitaire. Mais en réalité, vous payez l'impôt sur le revenu parce que vous avez réalisé effectivement des revenus qui peuvent faire l'objet de taxation. De la même façon que lorsque vous faites des transactions commerciales, la TVA est basée sur les transactions commerciales. Dans un environnement morose, vous n'aurez pas pu avoir un rendement de la TVA tel que celui que nous avons aujourd'hui. Donc les choses ne sont pas aussi moroses que les gens ont tendance à le dire. Alors là, c'est une idée. J'en venais. Oui, mais au-delà de la fiscalité, je vais prendre 2 ou 3 autres exemples qu'on a souvent écoutés, notamment lors des Cameroun Business Forum. Et parce que tout à l'heure, je parlais des rencontres qui se multiplient. On se souvient que lors des rencontres de la conférence économique internationale, dont le thème était investir au Cameroun terre d'attractivité, je disais que c'était le 17 et 18 mai 2016. L'une des recommandations qui avait été faite, c'était l'encouragement des investissements privés par des facilités fiscales et administratives et une administration performante. Oui. Parce que je reviens à la question de la fiscalité. Oui. Maintenant, lorsqu'on regarde, lorsqu'on observe attentivement aujourd'hui, par exemple, est-ce que vous avez le sentiment que ces mesures ont été prises ou qu'il y a une facilité pour les entreprises ou bien pour les hommes d'affaires de pouvoir effectivement investir? Je me souviens que dans une sortie du président du GECAM, à l'époque, c'était en mars 2019, avant le dernier forum, le Cameroun Business Forum, il indiquait que normalement, le taux d'investissement privé qui était projeté à l'époque à moins de 20%, en principe, selon les statistiques qui étaient menées, devait être autour de 30% en 2025. Investissement, vous avez d'investissement? Non, le taux d'investissement privé, oui, au Cameroun. Et qu'il fallait, il fallait donc investir en moyenne 600 milliards de francs CFA supplémentaires chaque année, etc. Or, lorsqu'on écoute ces chefs d'entreprise, il y a des difficultés énormes, effectivement, à monter des affaires au pays. Or, tout le monde sait que pour qu'on booste l'investissement privé au Cameroun, il y a des conditions. La première condition, c'est d'abaisser les coûts de l'investissement. Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui une véritable baisse de coûts d'investissement lorsqu'on sait qu'il y a des problèmes énergétiques? C'est un exemple que je prends. Que par exemple, il y a un problème au niveau de l'insécurité foncière, l'insécurité juridique de façon globale, des éléments qui plombent ces investissements-là et qui ne permettent pas effectivement une attractivité. Est-ce que sur ces leviers, l'État a apporté des réponses précises et claires? Je vais prendre un cas, celui que vous avez envisagé tout à l'heure, celui de la sécurité énergétique. Je pense quand même qu'il y a des efforts qui sont faits dans le secteur. Même si effectivement on continue à noter un certain nombre de délestages, mais qui ne sont pas des délestages que nous avons connus dans les années que vous avez envisagées. Et donc, en réalité, tout ça, c'est une certaine dynamique où il y a certainement des engagements réciproques qui sont pris en matière de dire vous allez faire en sorte que l'investissement public ou privé puisse s'épanouir davantage. Voilà ce que nous apportons dans la cagnotte, mais également dans le cadre de ce que nous apportons dans la cagnotte, c'est un rendez-vous de donnant ou de recevoir. Je veux dire, il faut également qu'il y ait des engagements de certains privés à pouvoir dire, s'il y a telle ou telle disposition qui a été prise, nous pouvons également nous engouffrer là-dedans pour pouvoir faire en sorte que nous ayons des affaires encore un peu plus
florissante. Et dans ce cadre-là, effectivement, vous pouvez envisager, quand vous parlez par exemple de l'incitation, quand vous regardez le développement de lois de finances de ces 10 dernières années, en réalité, on est dans une dynamique où on dit on est isolé, parce qu'on veut faire de l'incitation dans telle ou telle matière. L'histoire, par exemple, de l'import-substitution, c'est avant tout une histoire d'exonération que l'on donne, d'incitation que l'on donne dans tel ou tel secteur. Quand vous envisagez également, parmi les problèmes du coût de financement de l'investissement, vous avez également voir qu'il y a des garanties qui sont apportées par les pouvoirs publics qui vous permettent d'avoir facilement accès à l'épargne publique, chose qui ne peut pas être possible compte tenu des conditions dans lesquelles les emprunts se négocient aujourd'hui. En réalité, dans cette histoire-là, chacun doit y aller avec une certaine énergie. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a cité Adam Smith, j'ai dû sur ça avant l'émission. En réalité, il faut qu'on arrive à un niveau. En réalité, on ne demande même pas à l'administration de faire un effort particulier. Dès lors que le calcul économique sera à l'avantage de l'investissement local, je crois que les investisseurs locaux n'auront même pas besoin de demander une autorisation particulière. Il n'y a pas d'autorisation à demander aussi longtemps que l'on trouve des produits. Après, maintenant, il y a un changement de paradigme, de nationalisme peut-être qui doit être empreint de toutes les démarches qui accompagnent l'investissement privé au Cameroun, pour que l'investissement puisse être... Aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est plus facile et c'est plus onéreux, c'est plus rentable d'aller à Dubaï, d'acheter quelque chose, de prendre l'avion, de multiplier le prix par 2 pour pouvoir en faire un bon chiffre d'affaires et un meilleur revenu. En réalité, tout ça, c'est une réflexion collective et c'est à cela que l'administration doit également servir. C'est à ça également que nous, les communicateurs, nous devons avoir notre rôle à jouer, de faire en sorte que nous puissions donner un certain nombre d'indicateurs. Je voulais envisager 2 ou 3 autres thèmes derrière, qui est celui de la réserve en débit, celui du chômage. Je reviendrai là-dessus, puisque je vois très bien que vous voulez distribuer la parole autrement, mais en réalité c'est une interpellation, un business forum, c'est une interpellation collective à voir comment est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour pouvoir résoudre l'ensemble des problèmes qui se posent à nous. Oui, Mengue, je parlais tout à l'heure de cette rencontre internationale, cette conférence économique internationale de mai 2016. Je me souviens que dans la chute des recommandations, il était indiqué qu'il faut prendre des actions dans l'intérêt des Camerounais, mais mettre l'homme au cœur de toute initiative économique en veillant à ce que chaque projet contribue, n'est-ce pas, réellement à l'emploi et à l'amélioration des conditions de vie des populations. On est en 2016. Aujourd'hui, on est en 2025, pratiquement 9 ans, pour ne pas dire 10 ans après. Est-ce que vous avez le sentiment que cette recommandation a été prise en compte par les pouvoirs publics? C'était bien avant 2016, il y avait déjà 2015 aux Nations Unies lors d'une grande conférence qui se tient toujours aux Nations Unies dans le cadre des programmes de développement économique des pays. Il a été dit justement que dans le cadre des objectifs du millénaire à atteindre, que les politiques nationales des pays comme les nôtres puissent s'accorder avec le développement local, c'est-à-dire que le développement part du bas jusqu'en haut. C'est pour cela qu'en 2016, au niveau du Cameroun, il y a eu, à la suite de 2015 aux Nations Unies, cette réunion-là. Et l'ensemble des résolutions, que ce soit celles des Nations Unies, les recommandations, que ce soit celle de 2016, ajoutant à cela celle de la révision de la stratégie de développement 2030 qui a eu lieu en 2018-2019, on se rend compte que le Cameroun, le gouvernement du Cameroun est en déphasage avec ces objectifs-là, c'est-à-dire ne ménage pas suffisamment d'efforts pour que les engagements qu'il a pris au niveau international, qu'il prend au niveau de ses politiques internes, puissent pas être en alliance avec les aspirations du peuple. Ce qui m'intéresse dans cette conférence qui vient de se terminer, de ce forum qui vient de se terminer à Yaoundé, c'est le guest star, c'est-à-dire Tony Elumelu. J'ai eu le temps de feuilleter un peu ces recommandations. Tony Elumelu, qui est nigérian, une star de la banque ou de la finance africaine, j'ai envie de dire internationale, qui, à la conclusion, a pris certaines conclusions en termes d'orientation, comme il était invité comme guest star, c'est-à-dire c'est la matière grise sur laquelle on devrait se référer.
Alors, il a posé des conditions pour que le Cameroun, son économie puisse se jeter vraiment dans une bataille de compétitivité. Et bien sûr que c'est dans ces conclusions, c'est le b.a.-ba de la macroéconomie ou de la microéconomie. Mais il était quand même tout à fait normal qu'il y revienne pour comprendre que si le Nigeria aujourd'hui est un moteur économique de premier ordre au niveau de l'Afrique, lui qui est acteur de l'économie nigériane, voilà ce que nous sommes en train de faire. Il a donné certaines recommandations, la paix, la stabilité, l'état de droit. Ça, c'est Tony Elumelu. Il revient sur les infrastructures et puis l'autonomisation des jeunes. Je vais peut-être m'appesantir sur l'état de droit, mais avant, mais je me pose la question si Tony Elumelu savait même à qui il s'adresse. Si ça veut même à qui il s'adresse, c'est-à-dire l'audience, c'est qui? L'audience doit donner des recommandations à qui? Au gouvernement camerounais. Qui, en fait, se comporte comme une pédrie. Vous savez, la pédrie et la poule peuvent se rassembler, mais peuvent se rassembler autant pour moi. Mais la pédrie a pris les distances avec la civilisation. Elle a préféré aller vivre dans la jungle. Et le coq est resté, la poule est restée dans la civilisation parce que le gouvernement camerounais, en matière de poser les bases de notre développement, en aucun cas ne s'est activé dans aucun domaine. Donc les recommandations de Tony Elumelu tombent dans les oreilles de la pédrie et non de la poule. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas aujourd'hui dire qu'ils vont garantir à notre État la possibilité d'un État de droit, la stabilité ou la paix qui va avec les conditions préalables d'un développement économique. Ils ne peuvent pas autonomiser les jeunes, encore garantir la mise sur pied d'un développement infrastructurel, notamment les routes, par exemple. Ce sont les recommandations faites que Tony a données, sauf que ça tombe dans les oreilles d'une pétrie et non d'une poule. C'est pour cela que, parlant de l'état de droit, vous voyez que le Cameroun a beaucoup de problèmes. Il a beaucoup de problèmes pour être en phase avec l'état de droit, c'est-à-dire respecter ses propres engagements. Je vous ai convoqué de la conférence internationale des Nations Unies en 2015. Vous avez convoqué vous-même 2016, plusieurs révisions. Eux-mêmes, ils ont fait fausse route. Depuis 2009, c'est-à-dire le gouvernement, avec la stratégie nationale de développement 2035, mutée en SND 2030. Aujourd'hui, les indicateurs, quand vous regardez le taux de croissance, quand vous regardez le niveau d'investissement, c'est-à-dire quel est le volume de la ressource publique que le gouvernement du Cameroun investit, injecte dans les infrastructures qui sont porteuses, n'est-ce pas, de notre développement, vous comprenez qu'il n'y a pas de volonté. C'est-à-dire, au lieu de partir de 15%, ils sont moins de 4%. C'est ce qu'il faut dans chaque année. 40% tant pour moi, il faut 40% dans notre budget qu'il faut investir dans le projet d'investissement, le BIP, mais ce n'est pas le cas. C'est cet investissement qui permet de booster l'économie. Malheureusement, ils ne veulent pas, on ne veut rien faire, on n'est pas là pour développer le Cameroun, on est là pour se réjouir du Cameroun. Donc, je dis, les conférences comme ça peuvent être répétées. Les recommandations peuvent être formulées, mais elles tombent dans les oreilles de quel type de système, de quel type de gouvernant, pour avoir quel résultat si le gouvernement lui-même s'offusque, n'est-ce pas, à entériner ses propres recommandations. Donc je dis, nous au NRC, on n'aura pas besoin à chaque fois d'initier les rencontres comme celles-là qui sont les rencontres qui coûtent beaucoup d'argent. Bien sûr, nous on a un programme national de développement stratégique sur 5 ans et puis sur 10 ans qui aura juste besoin de temps en temps d'être remis en fonction du contexte. Et partant de là, on ne voudrait pas venir agiter un climat préélectoral pour dire voilà, remuons un peu dans la plaie pour essayer de donner un espoir et dire qu'on a peut-être pensé aujourd'hui à vouloir réveiller notre économie qui est en dormance. Donc c'est très regrettable et je dis vraiment, ces recommandations sont très belles, celles de Tony Elumelu, mais alors elles tombent dans les oreilles de ceux qui ne sont pas en mesure de les mettre en pratique. Mais Thomas Elumelu ne parle pas nécessairement au gouvernement, il parle à tous les acteurs qui prenaient part à ce forum-là, mais je crois que j'aurai l'occasion de le répéter. Alors, Edmond Kamgia, au finish, lorsqu'on envisage le développement économique d'un pays comme le Cameroun, il n'y a pas que les leviers économiques, parce que on parlait tout à l'heure de la fiscalité, il n'y a pas que le levier économique, il y a aussi peut-être les leviers politiques. Je vais rappeler ici que il y a une agence de notation américaine, Fitch, qui, dans sa publication du 15 novembre dernier,
estimait que l'instabilité politique au Cameroun était un facteur majeur qui peut influencer sa note souveraine et indiquait justement que le Cameroun est dans une perspective négative en raison des tensions politiques et avec l'élection présidentielle. Alors, lorsque vous avez une note comme celle-là, cela ne va pas encourager les investisseurs. Est-ce que tout cela ne contribue pas un tout petit peu à impacter négativement l'attractivité et le climat des affaires? Tout à fait, vous avez raison, parce que parmi les critères importants pour les capitaines d'industrie, il faut qu'ils soient dans un pays en paix, la stabilité politique. Il faut qu'ils soient dans un pays où il n'y a pas trop de tensions. Je parle d'un climat de tension sociopolitique qui va s'aggravant, et notamment en contexte de période électorale. Et le Cameroun est caractérisé par des tensions permanentes, surtout en période électorale. Ce n'est pas de nature à renforcer, n'est-ce pas, la capacité des chefs d'entreprise à jouer leur rôle. Et je voudrais dire surtout une chose importante, c'est que contrairement aux grandes puissances africaines en matière économique, je pense à l'Afrique du Sud, je pense au Nigeria, le Cameroun a un gros problème et ça a été abordé tout à l'heure. Les questions de fond, ce sont les questions de gouvernance. Et dans la gouvernance, il faut parler de la transparence dans la gestion, l'assainissement de l'environnement et du climat des affaires, la sécurité juridique et judiciaire, l'absence de tracasserie dans les domaines des douanes, des impôts, la fiscalité excessive. Et on l'a vu, le débat est porté sur la place publique depuis l'adoption de la loi de finances et jusqu'à ce jour, on n'a pas le sentiment que l'État écoute les investisseurs économiques camerounais et même les investisseurs étrangers par rapport à cette fiscalité qui est asphyxiante pour nos économies. Et on l'a dit, on peut le répéter, les questions énergétiques. La capacité énergétique du Cameroun n'encourage pas le Cameroun à devenir véritablement un pays où l'industrie est rayonnante. Et cela fait partie des doléances du patronat. Et je pense que davantage, dans la question que vous m'avez posée, il y a l'aspect politique qui est fondamental. Est-ce que le Cameroun actuel est capable d'accueillir des grands investisseurs étrangers? Je regarderai les notes, justement, des cabinets internationaux de la finance, où la notation n'est pas très bonne, d'année en année. Malgré... Fitch Ratings avait attribué en novembre une note B. Oui, voyez-vous, on descend, on ne monte pas. Et c'est pour vous dire qu'il faudrait que le gouvernement fasse attention et écoute davantage, avec beaucoup de sérieux, le patronat camerounais qui est animé de beaucoup de bonne volonté, mais qui visiblement n'est pas suffisamment écouté pour pouvoir obtenir de la part de l'État camerounais toutes les conditions nécessaires pour l'épanouissement des affaires et pour le bien-être des entreprises et des familles. Parce que derrière les entreprises, il faut voir les personnels, les employés qui ont derrière elles beaucoup de personnes, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et quand on ferme une entreprise, voyez-vous les conséquences sur le plan social? C'est énorme, il faut le dire. Aristide Monod, pour améliorer les conditions offertes aux investisseurs, il y a au moins 3 critères. Le premier critère, c'est abaisser le coût de l'investissement, c'est réduire les risques, c'est renforcer leur capacité, ça c'est connu. Et au cours de ces rencontres économiques, en tout cas les recommandations qui ont été faites, alors je voudrais rappeler que je suis revenu sur la la conférence économique internationale de 2016, parce qu'à cette rencontre, effectivement, il y avait toujours ce Tony Milou qui avait pris la parole dans un débat, qui avait échangé avec le public et les hommes d'affaires sur comment est-ce que le pays peut envisager son développement économique. Et c'était la raison pour laquelle j'ai fait un lien avec cela. Les recommandations qui avaient été faites, entre autres, c'était la mise en place d'un conseil léger pour le suivi du financement et de la réalisation des projets identifiés et présentés au cours de cette conférence-là. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'encouragement des investissements privés par des facilités fiscales. Il y avait également la question de la création des zones économiques spéciales, le renforcement des liens avec les pays voisins, de la CEMAC et du Nigeria pour accroître la taille du marché, entre autres. Alors, lorsqu'on regarde toutes ces rencontres qui se multiplient... C'est d'une pertinence à nul autre pareil, mais continuez.
Alors, lorsqu'on regarde, bon, j'ai fait exprès de rappeler cela parce que je me souviens justement la dernière actualité en rapport avec... Comme ça, on peut avoir une discussion sereine par la suite. Bah, vous estimez qu'elle n'était pas encore sérieuse jusqu'ici? Non, parce que on avait chacun disait ce qu'il voulait, mais au moins c'est bien. Alors, Aristide Monod, lorsqu'on regarde donc toutes ces rencontres qui sont initiées sur le plan économique, avec un objectif de tracer une voie qui permet au pays d'accéder effectivement au développement économique, lorsqu'on a des rencontres comme celle-là qui se multiplient dans le sens de permettre une meilleure attractivité, un meilleur climat des affaires, avec les recommandations qui ont tout le temps faites, mais lorsqu'on fait le bilan, on n'a pas le sentiment qu'on bouge, puisque les hommes d'affaires, le patronat revient avec pratiquement les mêmes récriminations tout le temps. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'on tourne en rond? Ou mieux que c'est la politique du renouveau qui a un souci dans son implémentation? Forcément. Alors, Duval Fangwa, il faut déjà préciser que le patronat ne veut pas toucher le nœud du problème. Le patronat veut éviter le nœud du problème du développement économique du Cameroun. Vous savez, un État, un pays fonctionne comme un ordinateur et son système. Et le système central, qu'on appelle généralement le Windows 7, Windows 8, Windows, je ne sais pas combien, c'est lui qui sert de base pour accueillir les différents logiciels. Et le cœur du système d'un État, donc le système d'exploitation d'un État, c'est le système politique, c'est sa gouvernance. Du moment où le système bug, du moment où le système n'a pas la capacité de pouvoir accueillir certains logiciels, quel que soit le logiciel que vous allez insérer, quel que soit son niveau de sophistication, ce logiciel ne va pas prendre. Ça veut dire donc quoi? L'invité spécial du chef de l'État arrive avec des logiciels nouveaux pour venir tester sur un Pentium 2, ordinateur Pentium 2 avec un système d'exploitation Windows 2. C'est-à-dire un ordinateur de la préhistoire. De la préhistoire. Donc, quelles que soient les démarches qu'il engagera pour installer ce logiciel ultra moderne, le système va bugger et ça ne va pas fonctionner. Le problème aujourd'hui, qui est d'ailleurs saisi par des investisseurs internationaux, c'est la question du système politique. Moi, personnellement, je suis consultant pour le compte d'un cabinet américain qui fait dans les placements économiques. Et les gens vont me demander qu'est-ce qu'un politologue vient chercher dans une histoire d'économie. C'est parce que tous ces investisseurs ont besoin de la température politique du Cameroun. C'est d'abord le risque. Je crois que c'est la base de l'investissement, le risque. Il y a une délégation qui était d'ailleurs arrivée une fois ici à Yaoundé, je l'avais reçue Bon, j'avais demandé qu'on se rencontre au Hilton, pourquoi on ne croit pas que je m'avais dit là avec les étrangers en catimini, pour parler de la situation de l'après-BIA, pour voir si effectivement quelqu'un peut venir risquer son argent dans cet environnement. Et je crois que c'est là où l'OGICAM, où le patronat d'une manière globale, devrait centrer l'affaire, les garanties politiques qui entraînent les garanties sécuritaires, les garanties de gouvernance ou les garanties économiques de manière un peu globale. Si vous êtes un Japonais, vous vivez à Hong Kong, vous voulez venir placer vos 6 milliards au Cameroun, vous checkez sur Internet, vous trouvez que le président de la République du Cameroun est là depuis 42 ans, depuis 43 ans. Il a 92 ans. Et son successeur constitutionnel est pratiquement dans les mêmes fourchettes d'âge. Ça veut dire que ce sont des gens, c'est un pays qui ne présente pas des garanties d'une transition politique pacifique. Lorsque dans un pays, vous constatez que l'unité de vol de détournement se situe autour du milliard ou des centaines de millions, dans ce type de pays, vous allez interroger l'état de droit, vous allez interroger les mœurs des
dirigeants de ce pays, vous allez interroger le climat des affaires, comment des individus peuvent accumuler autant d'argent, vous allez interroger la justice de ce pays. Lorsque dans un pays, on vous fait savoir que il y a des investisseurs, des hommes d'affaires écrans, des hommes d'affaires prête-nom, qui prospèrent avec des fonds offshore, les fonds de la ligne 94-65, et ce n'est pas 1 milliard, pas 2 milliards, on parle pratiquement de 5 000 milliards en 10 ans. Vous vous posez la question de savoir si dans ce pays-là, on fait effectivement des affaires où on fait plutôt la fémania, ou on fait autre chose. Voilà le nœud de la question. Et je crois que l'invité spécial du chef de l'État a peut-être omis ou a refusé de commencer par le bon commencement. Vous êtes invité par quelqu'un, M. Paul Biya, il vous invite chez lui. Vous arrivez chez lui, la réunion commence dans sa concession, vous ne voyez pas l'ombre de Paul Biya. Jusqu'à la réunion s'achève, vous ne voyez pas toujours l'ombre de Paul Biya. Mais c'est lui qui vous a invité. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Ça veut dire que nous sommes dans une situation de gestion de la tête de l'État par sous-traitance. Et les hautes instructions ne nous démentiront pas cette logique ou cette nouvelle matrice de gestion des États en Afrique francophone, en Afrique tropicale. Il y a également le fait que l'invité du chef de l'État n'a pas dit de manière directe à ses homologues camerounais que le Cameroun ne présente aucune garantie quant à son landerneau politique. Non, il faut commencer. Aucune, c'est exagéré quand même. Je dis aucune garantie parce qu'on peut revenir sur certains éléments. Si vous avez 2 régions du Cameroun où pour circuler, il faut des escortes militaires, il faut des pare-balles, le Premier ministre doit porter les pare-balles, des gilets pare-balles et autres. Si pour circuler dans plusieurs localités de l'extrême nord, il faut toujours aller en escorte, et qu'au cœur du pays même, vous avez une bataille de succession entre les différents clans, et entre-temps, vous avez des animateurs de la haine tribale qui sont en train de fermenter un génocide. À ce moment précis, je ne sais pas comment est-ce que vous allez convaincre quelqu'un qui est lucide, qui de temps en temps consulte des acteurs qui peuvent lui donner la bonne information, comment cet investisseur, ce potentiel investisseur viendra investir au Cameroun. Je crois, pour me résumer, du Val-Fangwa, qu'il faut identifier le véritable problème qui est le système politique camerounais qui n'offre aucune chance à l'épanouissement économique de notre pays. Et le deuxième élément, c'est de dire au patronat de se muer en force politique. Ailleurs, ça se fait. Les hommes d'affaires influencent le champ politique, la décision politique et le paramétrage politique des pays. Continuer à faire dans la complaisance avec l'ordre dominant, c'est multiplier cette tautologie. Chaque fois, on vient raconter pratiquement la même chose et en fin de compte, il n'y a aucun résultat. Il faut que le JICAM se transforme en force politique. On a vu aux États-Unis, avec l'arrivée de Donald Trump, comment un homme d'affaires a eu à influencer le cours de l'élection et aujourd'hui, il est en bonne position pour imposer sa vision économique aux États-Unis. Alors, cette histoire de fossé étanche entre le politique et l'économie, ma foi, ne rapporte pas trop au climat des affaires ou alors aux hommes d'affaires camerounais. Il faut qu'ils sachent que si ils font le choix de soutenir un système qui ne peut pas garantir un bon climat des affaires, s'ils font le choix d'éviter l'opposition comme la peste parce qu'ils n'aimeraient pas mettre en difficulté leurs affaires, on continuera de reproduire pratiquement les mêmes litanies jusqu'à ce que à un moment donné, certains commencent à fermer leur boutique tranquillement et aller accuser plus tard, je ne sais pas, ou la sorcellerie, je ne sais pas, autre chose. Alors, J.V. Samuel Mout, lorsqu'on revient
sur toutes les récriminations qui sont celles du patronat depuis plusieurs années. Les éléments qui reviennent très souvent, c'est il faut encourager l'investissement privé, il faut accorder les facilités fiscales, il faut améliorer le climat des affaires à travers une sécurité juridique, etc., etc. Et j'entends des petites voix à la maison dire, ça c'est déjà entendu. Un peu comme on a déjà entendu le Premier ministre multiplier les sorties sur l'état des routes à Yaoundé, c'est mauvais, la saleté, il y en a partout, vraiment... On va engager des travaux d'urgence, 24 heures sur 24. Je rappelle ces deux tweets. Et il y a le tweet du 27 octobre où le Premier ministre disait « Les voiries sont dans un état de décrépitude. J'ai ordonné des travaux d'urgence pour traiter 24 heures sur 24 la physionomie de Yaoundé, vitrine du Cameroun. » Ça, c'est un tweet du 27 octobre 2023. 25 février 2025, le Premier ministre fait un autre tweet. À l'immédiat, doivent être engagés des travaux d'urgence pour traiter 24 heures sur 24 tout l'état d'immondice, les nids de poules ainsi que l'éclairage public de la cité capitale. Il ne se répète pas. Pardon? Il ne se répète pas. Oh, mais la répétition également participe des méthodes pédagogiques. J'apprécie bien votre belle transition, mais je vais d'abord traiter de la transition avant de répondre à votre question. Vraiment, je voudrais qu'on soit conscient d'un certain nombre de choses. J'ai vu tout à l'heure Willy Mengue se perdre dans métaphore. Généralement, quand on a un code d'argument, on utilise des épithètes pour pouvoir désigner telle ou telle chose. Au Noumelou, de Bakan au Cameroun, comme étant un invité de marque, il est accompagné en cela par ce que j'appelle la dynamique démographique nigériane. Dynamique démographique nigériane qui est à l'origine de la prospérité des hommes d'affaires au Nigeria aujourd'hui. La difficulté que nous avons dans l'ensemble de notre pays, sclérosés que nous avons été à la veille de notre indépendance, c'est la faiblesse de notre dynamique, de la faiblesse de notre démographie. Il est impossible, à horizon d'un pays qui a 7 millions d'habitants, ça a été le cas il y a quelques années, 3 millions d'habitants, c'est encore le cas pour un certain nombre d'États de l'Afrique centrale, il est difficile d'envisager un développement économique serein. Et c'est pour cette raison-là, vous l'avez cité tout à l'heure, parmi les recommandations, essayer de nouer des partenariats à l'intérieur de l'Afrique centrale de telle manière, et y compris le Nigeria d'ailleurs, ça a été cité, pour qu'on puisse avoir... Agrandir la taille du marché. Très bien. Le marché domestique en lui-même, c'est un déterminant fondamental. Donc, à la limite, quelqu'un qui vient du Nigeria aujourd'hui n'a pas de leçon à me donner. Vraiment. Mais en même temps, quand vous regardez ce que Willy Mengue lui-même a cité, on est dans la redite, dans des choses qui sont connues. Attendez. Est-ce que vous n'êtes pas en train de ramener sur la table un vieux débat sur la portée ou l'impact de la démographie sur le développement économique? Elle est essentielle. Oui, mais vous savez qu'à ce niveau... vous savez qu'à ce niveau, il y a deux écoles. Il y en a qui estiment qu'effectivement, le poids démographique peut avoir un impact positif en ce sens que le marché intérieur est important et donc les entreprises qui produisent, les premiers consommateurs, ce sont les populations. Oui. Mais vous avez une autre école enfin laissez-moi terminer. Puisque vous voyez à quoi je fais. Donc justement, il y en a qui estiment qu'un poids démographique sans une véritable activité industrielle qui permet de produire et d'importer pour justement gérer la question de la balance commerciale, entre autres, ça peut devenir un handicap pour cet État-là. Non, vous n'êtes pas dans deux choses différentes. C'est d'abord un marché domestique. Oui, le poids démographique n'est pas l'élément... Non, c'est l'élément moteur. Tous les investissements qui vous propulsent vers l'exportation, vers la conquête des marchés extérieurs, c'est d'abord un marché domestique qui vous permet de rentabiliser votre investissement. Mais dans des États qui sont industrialisés. Oh, mais dans les États industrialisés, ça c'est un préalable. C'est un préalable. Le marché domestique d'abord, c'est le cas du Nigeria aujourd'hui, avec des centaines de millions d'habitants, qui peut permettre de rentabiliser à l'intérieur de son propre marché domestique un investissement et aller à la conquête de l'autre. Aujourd'hui, nous, en Afrique centrale, on est en train de se dépatouiller entre 20, 10, 15 millions d'habitants pour pouvoir savoir comment est-ce que nous faisons pour pouvoir nous développer. Mais ce n'est pas tellement ça le sens du débat. J'ai voulu tout simplement vous rappeler à Willy Mengue
que lorsqu'on parle de stabilité, on ne parle pas uniquement, c'est lui qui l'a cité tout à l'heure, paraphrasant Thomas Ounoumélou. Quand on parle de stabilité, on ne parle pas nécessairement au gouvernement, on parle de nous tous. De qui concerne que cette histoire-là, de la paix sociale, il faut la préserver. Il faudra que l'on mette tout en œuvre pour qu'elle puisse être préservée. Okay. Quand on parle de l'état de droit, vous m'avez donné la parole. Oui, mais il faut avancer parce qu'on a je suis en train d'avancer. Et quand on parle également de l'état de droit, c'est le respect des lois et des règlements que nous sommes fixés d'un commun accord. Et quand on parle également de l'autonomisation des jeunes, c'est le sujet que je voulais aborder tout à l'heure. Il s'agit d'une bataille d'ordre national. Or, effectivement, dans les forums, quand on y va, on a comme l'impression que quand on dit qu'il faut autonomiser les jeunes, c'est essentiellement un devoir de pouvoir public. Non, que non. Non, nous devons être en mesure de dire que dans le Cameroun de demain qui se dessine, il faut admettre, il faut travailler en cela que tout le monde va avoir une profession de salarié. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a d'autres voies à chercher. Après, maintenant, vous envisagez les choses. Pas nécessairement quand vous allez dans un forum en disant qu'on parle l'un contre l'autre. En réalité, on s'en va, on y va pour pouvoir trouver des compromis. Et dans le cadre de ce compromis-là, effectivement, l'ensemble de tout ce qu'ils ont dit tout à l'heure, y compris les histoires de production des routes, je peux vous assurer qu'au Cameroun, on produit beaucoup de routes. On fait des efforts dans le domaine électrique que vous-même vous avez envisagé, même si pour eux c'est totalement insuffisant. On fait également des efforts dans plein d'autres domaines. Et le Cameroun, c'est une constitution, l'économie, c'est une constitution permanente. Après, maintenant, vous revenez sur les problèmes de voirie. Oui, il y a quelques années, effectivement, il y a un forum de cette nature-là qui a été tenu par le Premier ministre. Oui, mais il n'empêche que s'il considère que les résultats ne sont pas au rendez-vous, il se doit bien le droit de revenir à la table pour pouvoir dire « Je vous avais demandé de me trouver un certain nombre de solutions. » Ces solutions-là, aujourd'hui, je ne l'attends pas. Mais en même temps, ce n'est pas pour excuser qui que ce soit. Est-ce que, dans le cadre de cette discussion-là, est-ce que vous avez été au courant des récriminations qui sont portées par les gens qui sont aujourd'hui à la tête des collectivités territoriales décentralisées? Quels sont les pesanteurs? Alors, je vais donc vous rappeler pour cela. Je vais vous rappeler... au terme de cette rencontre qui s'était tenue à l'immeuble Étoile en octobre 2023, je me souviens de ce compte rendu qui avait été fait par notre Laurentine Bekono, qui fait généralement les comptes rendus des réunions au Premier ministère. Elle avait donné la parole au Mindu, au Midevel et au maire de la ville. Le Mindu avait dit ceci exactement. Des efforts sont faits malgré le peu de moyens. Nous avons présenté au Premier ministre des approches innovantes qui nous permettront de gérer durablement cette voirie. Nous sommes en 2023. Le maire de la ville avait dit des actions coup de poing doivent être visibles et quantifiables pour marquer la volonté du gouvernement à faire changer la donne. Un an après, on revient au Premier ministre avec la même situation et le Premier ministre dit allez vous asseoir et trouvez-moi des solutions à cette affaire-là. Est-ce qu'on ne tourne pas en rond? On ne tourne pas en rond, mais quand on vous dit effectivement qu'on va faire... ces actions innovantes ont produit des résultats pour qu'aujourd'hui, on se retrouve dans le même état au point où le Premier ministre est obligé de convoquer une autre rencontre. Entre l'intention, mais c'est le problème même de toutes les stratégies au monde. Vous la déclarez, vous la définissez, vous l'élaborez, et puis vous vous donnez le soin de temps en temps de vous arrêter pour pouvoir l'évaluer. À l'évidence, nous avons toujours des immondices dans nos villes. Peut-être pas dans les mêmes proportions qu'il y en avait avant. Et donc, il faut continuer à chercher des solutions pour cela. C'est ça le sens de l'interpellation du Premier ministre. Le Premier ministre, s'il était satisfait de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, ne donnerait pas autant de peine à pouvoir convoquer les gens à Yaoundé pour pouvoir lui dire mes solutions que j'ai demandées, ce n'est pas encore arrivé au niveau où je le souhaite. Mais c'est la dynamique de développement. Mais en même temps également, vous avez entendu le peu de moyens. Je vous demande de réfléchir sur la façon avec laquelle l'urbanisme se développe dans notre pays. Après, maintenant, ça peut nous permettre de comprendre le sens des difficultés qui sont sur le poids des gouvernants à la date d'aujourd'hui, les gens qui sont à la tête des CTD. Quand vous regardez une ville comme Douala, qui s'étale, parce que le mode de développement que nous avons adopté, c'est un mode de développement horizontal, là où les gens s'inscrivent dans la verticalité. Vous voyez très bien que lorsque vous avez fini de colmater les brèches au niveau du rond-point là de Borakwamouan, qui est tout à côté de chez nous, il y a également cet effort-là d'aller chercher les gens qui vont à Lendi, les gens qui vont à Yassa, les gens qui vont ainsi de suite. Et donc on est pris dans cet étau-là. Bien entendu,
C'est le développement économique qui va nous permettre également de sécuriser un certain nombre de moyens. Et c'est pour cette raison-là que le Business Forum dont on a parlé tout à l'heure, c'est également un élément central. Il faut qu'il y ait de la création de la richesse dans ce pays pour qu'il soit compatible avec les exigences de développement, les ressources qui nous sont demandées. L'État ne les crée pas comme ça, comme vous le pensez. Si on était dans un système, effectivement, où on crée la planche à billets, c'est vous qui avez parlé tout à l'heure du coût de l'investissement. Dans un pays, effectivement, on fait fonctionner la planche à billets, le coût de l'investissement, il est hors contrôle. Les problèmes également de risque, donc vous avez envisagé tout à l'heure également, c'est hors contrôle. Donc, quand on formule un certain nombre de récriminations, il faut savoir que nous sommes dans un ensemble où il y a un certain nombre de choses sur le plan macroéconomique et plus même sur le plan politique qui se tiennent. On n'y va pas comme ça, tête baissée, en disant je voulais ma route, je n'ai pas eu ma route. Les conditions dans lesquelles la route n'a pas été élaborée doivent être également prises en compte. Tout au moins, ne serait-ce que pour pouvoir trouver une meilleure solution pour que demain ou après-demain, lorsqu'on a envisagé de le faire, que l'on puisse le faire en temps et en heure. Alors, Willy Mengue, le Premier ministre, lorsqu'on écoute l'honorable Motte, il y a en toile de fond une question de moyens financiers. Or, le Premier ministre, si c'est cela, pourquoi est-ce que le Premier ministre demande la mise sur pied d'un groupe de travail pour proposer des solutions pérennes à ces problèmes persistants? Ça veut dire qu'on sait où le problème, il faut le régler immédiatement, non? Justement, avant de revenir sur les questions de développement urbain, notamment l'entretien de notre voirie municipale dans nos grandes villes, recommandations données par le Premier ministre, j'ai du mal à digérer certaines envolées que l'honorable Motte vient de montrer. Non, on ne revient pas. J'apporte juste, je dis, il y a des choses qu'il dit qui sont graves parce qu'on a du mal à comprendre sa position. Alors, il est d'accord que l'État ne fait pas les avancées substantielles pour faire démarrer notre économie ou pas. Alors, il incrimine là, il voit au développement démographique un défaut de développement économique. Ça, c'est également une question. Moi, j'ai envie de dire, mais c'est fondamental, la démographie. Vous voyez, bien sûr, ce que vous voyez un problème à cela. Non, je n'ai pas dit que je voyais un problème. Ce que vous dites, c'est une faiblesse qu'on n'ait pas une démographie assez forte pour pouvoir alimenter le marché domestique. Ce que vous dites, c'est que les 27 ou 30 millions d'habitants que nous avons déjà là, c'est un handicap. Les 27 ou 30 millions d'habitants déjà là, si le gouvernement s'était efforcé à fixer la jeunesse, fixer la jeunesse, c'est permettre à ce que cette jeunesse soit acteur de premier plan dans notre développement socio-économique. Et non de voir une jeunesse qui fait face à l'émigration en cas d'épanouissement, en cas de parachèvement des emplois. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous comprenez? Parce que Tony et Lumolo vous fait comprendre qu'il faut autonomiser la jeunesse. Mais oui. Et pour l'autonomiser, il faut déjà la former. Et il faut la fixer. C'est une condition préalable. Vous comprenez? Or, quand vous regardez aujourd'hui l'émigration jeune, pourquoi est-ce que les Camerounais, la jeunesse dans l'ensemble, quittent le Cameroun pour aller par exemple au Canada? C'est parce qu'ils sont en quête d'épanouissement. Ils sont en quête d'emploi. Ils sont formés, mais ils n'ont pas d'emploi parce que le gouvernement n'a pas aménagé suffisamment d'efforts pour fixer la jeunesse afin de faire de celle-ci le fer de la nation de notre économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si déjà sur les 27 millions d'habitants que nous avons, on a au moins 20 millions de jeunes qui sont en âge de travailler, qui sont dotés d'un savoir, d'une compétence, mais qui aujourd'hui font l'objet de fuites de cerveau. Et nous vous faire comprendre qu'il y a une fuite de cerveau énorme dans ce pays. Il est revenu là-dessus. Et qui encaisse les fuites de cerveau? C'est la responsabilité du pouvoir public de pouvoir fixer la jeunesse. Donc je dis, la démographie reste et demeure un facteur de développement. Il suffit donc de savoir encadrer cette démographie, permettre à tout un chacun d'avoir accès aux opportunités socio-économiques que l'État a le pouvoir de générer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Automatiquement, nos cerveaux s'en vont, ils fuient. Il y avait quelques-uns, quelques courageux, comme le docteur Aristide Monon, qui sont encore ici, ils savent ce qu'ils attendent. Donc ça, c'était entre parenthèses. Alors, sur l'état de droit, pas de l'état de droit, c'est très important. Est-ce que vous savez, honorable, savez-vous pourquoi le Cameroun est parti de l'initiative sur la transparence des industries extractives? C'est pour non-respect du code de l'ITIE. Sur deux ou trois incidents. C'est pour non-respect
non-respect du code ITIE qui voudrait justement qu'il y ait la transparence dans le flux financier de la mise en exploitation de notre potentiel naturel. L'or, le diamant, le pétrole et tout. Il faut savoir l'argent entre par où, ça sort par où, mais le non-respect de la loi, c'est-à-dire la violation de la loi et du code minier, la violation du code ITIE a fait en sorte que le Cameroun sorte de l'ITIE il y a, je crois, 1 an. Aux 2 ans, aujourd'hui, il est rattrapé parce qu'il a de la peine à normaliser son code minier sans le code ITIE. Ça, c'est le non-respect de la loi. On veut dire qu'en matière de respect de l'état de droit, le Cameroun est loin. Nous sommes dans une pétrolière. Dans une pétrolière, c'est la confusion. Pour vous, monsieur, alors, je dis donc, il faut qu'on avance. C'est pour dire que c'est-à-dire, si on ouvre cette boîte de Pandore ici, on risque de dormir. Alors, le Premier ministre qui donne des recommandations une énième fois, sur la nécessité de développer notre voirie municipale, c'est-à-dire d'aménager notre réseau routier urbain, de rendre nos villes propres, qui sont devenues, n'est-ce pas, les dépotoirs. Yaoundé, moi je vis à Yaoundé, je suis à Yaoundé 3, il faut regarder ce qui se passe là-bas, dans tout Yaoundé. Douala pareil, à dire les villes vitrines aujourd'hui sont les références des mondistes d'ordures. Les villes vitrines sont aujourd'hui, j'ai dit, les voiries municipales sont tenues en mode césarienne. Quand demain il faut ouvrir une route quelque part dans une ville, on demande aux populations de contribuer. Parce qu'on doit aller dans un quartier, c'est-à-dire les collectivités territoriales décentralisées, ainsi que d'autres instruments de l'État compétents sur la question, manifestent par un déni de responsabilité, c'est-à-dire personne ne veut rien faire. On peut peut-être comprendre dans un premier temps, la question de fond est posée, parce que la dotation des collectivités territoriales décentralisées est de 15% au minimum. Le plancher est de 15%. Or, elle n'a jamais fait 5% depuis qu'on a dit dotation. Le plancher, c'est 15%. 23%. Non, on va partir dans le chiffre. Le dernier dotation. Ça ne fait pas encore les 15% qu'il faut. Au minimum, il n'y a pas de façon. Soit on donne 15% aux collectivités territoriales pour développer, soit on ne donne pas. Quand on prend ça, on met de côté. Je vous ai convaincu aujourd'hui, le budget d'investissement public, vous comprenez, c'est très important de revenir là-dessus. Il faut un minimum de 40% de notre finance qui doit être géré dans le budget d'investissement public. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire que même quand bien même les CDT dans les collectivités auraient de la volonté à pouvoir aménager les voiries municipales ou à nettoyer les routes, elles vont poser un problème de non-financement parce que le budget alloué à les dotations aux investissements, les dotations à la décentralisation, la dotation de décentralisation ne tient pas, n'a pas son quota. Et les maires qui sont en charge, ainsi que les super-maires, peuvent présenter cela comme argument. Et automatiquement, on tombe dans cette répétition où on a de la peine à respirer. Vous avez un ami tunisien, demandez-le de venir rendre visite au Cameroun, c'est-à-dire à Douala. Il va vous demander s'il est arrivé à Douala, parce qu'il ne peut pas se rassurer qu'il est à Yaoundé ou à Douala, ça ne semble à rien, on a honte. Donc je dis qu'ils ont dit qu'ils veulent les mandats. Hein? Vous voulez les mandats, vous voulez le pouvoir honorable. Vous avez voulu la législature, vous voilà assis. Les autres ont voulu la mandature des mairies et autres. Le président voulait le mandat présidentiel. Vous avez le mandat, mais il faut gouverner, poser les actes, et vous avez la ressource disponible. Poser les actes, il faut gouverner, il ne faut pas prendre un mandat, le confisquer et pour ne rien faire. Et nos villes, elles ont un problème aujourd'hui. Hein? Vous avez voulu le mandat, il y a le mandat. Les voilà, exécutez vos missions. C'est-à-dire, permettez à ce que les Camerounais puissent avoir confiance en l'État. Permettez à ce que les Camerounais puissent être en phase, que leurs aspirations tiennent compte des mobilisations de ressources publiques qui sont engagées. On ne peut donc pas se permettre de continuer à venir là-dessus. Vous laissez m'invectiver comme ça. Non, je ne vous invective pas. Et sans toutefois que puisse réagir. Il n'y a pas d'invective, sinon je vais l'arrêter. Non, il n'y en a pas. Moi, j'ai une personne en termes d'invective là. Alors, moi, Kambia, au finish, est-ce que le Premier ministre n'est pas de façon subliminale en train de lancer une campagne électorale? Non, je ne sais pas si le Premier ministre, chef du gouvernement, est en train de lancer la campagne électorale, parce qu'officiellement, la campagne électorale est encadrée par la loi. C'est qu'il serait dans ce cas en train de violer la loi. Et parce que j'ai lu certaines analyses et estimé que ce sont des manœuvres préélectorales. Le Premier ministre veut dire, bon écoutez, il y a du travail, nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, nous sommes dans des travaux d'urgence et d'ici à là, la ville se portera mieux. Ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas derrière solliciter un nouveau mandat pour son champion, peut-être, pourquoi pas. Je ne sais pas. Mais ce qui est constant, c'est que ce n'est pas la première fois que le Premier ministre, chef du gouvernement, frappe du poing sur la table
pour les questions d'urbanisation et particulièrement sur la voirie urbaine dans nos grandes villes et particulièrement Yaoundé qui est aujourd'hui une ville poubelle. La capitale politique du Cameroun est une ville poubelle. Elle est secondée par la capitale économique du Cameroun, Douala, qui est également une autre ville poubelle. Et c'est dommage que les villes qui auraient dû être des vitrines pour le Cameroun, pour ceux qui entrent au Cameroun, notamment par les aéroports de Simalène, Yaoundé et par l'aéroport international de Douala, qu'ils entrent dans la ville pratiquement dans l'obscurité. À Douala, quand on entre dans la ville, quand vous venez de l'étranger, vous entrez dans c'est l'obscurité. À Douala, quand vous entrez, vous vous demandez, vous êtes dans un gros village. Pas de lumière, c'est l'insécurité totale. Voilà le paysage, l'image que donne le Cameroun aux compatriotes de la diaspora quand ils arrivent ici, mais aussi aux pays amis, aux ressortissants de pays amis qui vivent au Cameroun ou alors qui sont de passage au Cameroun. C'est pour dire qu'en réalité, voyez-vous, les dernières élections municipales et législatives, c'était il y a pratiquement 5 ans. Et 5 ans après, on va pratiquement interroger la gouvernance, n'est-ce pas, des collectivités territoriales décentralisées, pour les citer, mais ils peuvent dire qu'ils n'ont pas reçu tous les moyens nécessaires pour réaliser ce qu'ils avaient prévu. Parce que les dotations, effectivement, ne sont jamais arrivées dans leur totalité. Est-ce qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient? On peut s'interroger. Est-ce que l'État a fait suffisamment d'efforts pour faciliter le travail des exécutifs municipaux, des exécutifs des conseils régionaux qui sont nouveaux, mais qui n'ont eux aussi pas reçu la totalité de la dotation prévue par la loi? Voyez-vous, nous nous retrouvons là finalement dans un pays où ce qui est prévu par la loi n'est pas appliqué, n'est pas mis en pratique. Et quand je parle de la loi, j'ai la chance d'avoir à mes côtés ici un honorable député, Samuel Motte. Il faudrait bien qu'il nous explique pourquoi quand ils adoptent la loi, quand ils votent la loi, elle est adoptée, elle est promulguée, mais elle n'est pas du tout appliquée. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans le processus souhaité et voulu par le peuple camerounais, la décentralisation qu'on attend depuis la constitution du 18 janvier 1996, et qui aujourd'hui, de 1996 à 2025, ça fait combien d'années, monsieur le député? Il a fallu du temps, hein? Et même malgré tout ce temps, la volonté... Sur la loi fondamentale, ça avait été écrit progressivement. Et quand... Donc progressivement, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 20 ans, ça peut durer 30 ans. Donc l'intention du législateur était de ne jamais réaliser la décentralisation, de ne la rendre jamais effective. Si c'est le cas, c'est vraiment dommage. Cela signifie que le peuple camerounais, le peuple qui a la souveraineté, a été trompé par le législateur. Et c'est dommage. Je dis vraiment, c'est dommage. Et moi, je commençais même par ça, parce que j'aurais pu peut-être ouvrir d'abord le débat même sur l'existence ou pas de ces nids de poules. Parce que le Premier ministre dit qu'il y a des nids de poules. Oui. On sait qu'il y a des compatriotes, certains même ministres de la République, qui disent qu'il n'y a pas de nids de poules. Donc, on aurait dû commencer par ça. Est-ce qu'il y a effectivement des nids de poules? Sinon, si oui, comment est-ce que cela est traité? Vous savez de quoi je parle? Oui, je sais de quoi vous parlez. Mais ça me rappelle une sortie fracassante du délégué général de la Sécurité nationale par rapport aux infrastructures routières au Cameroun. Il avait frappé du poing sur la table. Il s'interrogeait en disant qu'auparavant, ce n'était pas comme ça. Mais ce qui nous étonne, nous, les Camerounais, c'est que ceux qui nous dirigent donnent l'impression qu'ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe. Alors qu'en même temps, ils savent très bien ce qui se passe. Et le vol, le banditisme, j'allais dire le gaspillage, les détournements des biens publics se chiffrent soit en centaines de millions, soit au minimum en milliards. Et voilà dans un pays où l'impunité a été généralisée, malgré les annonces, n'est-ce pas, fortes de lutte contre la corruption, de lutte contre les détournements de fonds publics. On se rend bien compte que d'année en année, malgré même quelques arrestations à tête chercheuse, la corruption se porte très bien au Cameroun. Les détournements de fonds publics se portent très bien au Cameroun. À preuve, il y a le Covid-Gate. On nous a annoncé récemment des auditions en vue de parachever, n'est-ce pas, le Covid-Gate pour que la douzaine au moins des membres du gouvernement dont les ministères sont concernés par des conséquences pénales, des malversations
financière, on attend de voir si d'ici avant la fin de l'année, avant l'élection présidentielle, on va retrouver, n'est-ce pas, quelques responsables du Covid Gate dans les liens qui seront bientôt dans les liens de la prévention en prison. Alors, Aïssi Mono, vous venez de Yaoundé. Je parlais d'octobre 2023, cette sortie Premier ministre. Il y a également cette récente sortie, 25 février 2025. Entre octobre 2023 et février 2025, est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'il y a quelque chose qui a été fait dans le sens de fermer des nids de poules, si cela existe? Parce que vous savez qu'il y a des ministres de la République qui ont dit qu'ils ne voient pas de nids de poules sur les routes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui a bougé entre octobre 2023 et février 2025? Sinon, pourquoi est-ce que le Premier ministre revient à la charge avec pratiquement les mêmes termes? Travaux d'urgence, 24 heures sur 24, on va traiter les poules. Vous savez, en faisant allusion à ce ministre, j'ai une seule chose qui me vient en tête, la difficulté à défendre sa panse ou à défendre son estomac. C'est fort ça. Ou tout simplement pour dire que certains, pour s'accrocher au pouvoir, sont prêts à perdre totalement leur masculinité devant Paul Biya en essayant de nier des évidences, ou alors ils sont même prêts à hypothéquer leurs épouses. Je ne sais pas si Paul Biya sera preneur, bon, c'est juste pour blaguer un peu. Pour revenir sur la question, à ce moment précis, si vous passez du côté du marché des sauces, en passant par Madison pour arriver au niveau du lycée, la montée du lycée d'Anguissa, le marché qui est là, il y a une montagne d'ordures qui est en train de fermer la route. Une route à deux sens, en tout cas qui fait circuler les voitures à deux sens, ne circule actuellement qu'à un seul sens. Et je crois que le Premier ministre, tout comme le LGPR, nous avons intercepté une note cette semaine attribuée au LGPR qui demandait au ministre des Travaux publics et au ministre de l'Habitat, je crois, de faire tout le nécessaire pour faire le point sur la situation de la construction de la route Maroua-Kousseri, ou disons Mora-Kousseri. Et le LGPR précise que cette décision fait suite à son dernier séjour, disons, aux événements de Kousseri. Ça signifie que depuis qu'Equinox fait les reportages sur la route Mora-Kousseri, le LGPR ne regarde pas, il ne voit pas ça. Le président de la République, qui lui aurait donné une haute instruction, lui aussi ne regarde pas la télé pour constater que ça fait plus de, 20 ans aujourd'hui que cette route est pratiquement impraticable. Donc le Premier ministre chef du gouvernement, depuis qu'il parle là, depuis 2019, depuis 2020, j'ai une autre sortie de 2020 où il parle toujours de la même affaire. 2023, il parle de la même affaire. 2025, il parle de la même affaire. Au final, on a l'impression que les gars se comportent comme ce parent d'élève qui a été convoqué par le proviseur, qui cajole bien son élève, qui est de connivence avec son élève, mais arrivé devant le proviseur, il commence à gronder son élève pour faire croire qu'en fait, il est très vigilant, il est très remonté. Or, en back-office, ce sont des complices. Le Premier ministre n'a aucune intention de viabiliser les villes camerounaises. Ceux en charge de l'eau faire et de l'implémenter au quotidien n'ont pas également cette volonté. Et ceux en charge de l'eau faire, c'est le ministre de l'Habitat qui, au lendemain de sa nomination en 2019, avait accordé une interview où elle disait que Yaoundé va briller. Yaoundé va briller. Et également, la responsabilité revient aux élus, comme le disait tout à l'heure Willy, les maires. Que font les maires? À un moment donné, j'ai cru que les maires faisaient partie des plus grands détourneurs des fonds publics au Cameroun. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas un suivi, il n'y a pas des audits permanents de l'argent utilisé par les maires. Vous avez des gens qui décident d'investir dans autre chose, des choses qui n'ont rien à voir avec le développement local.
Je connais un maire du Val-Fangwa, un maire de la Léquier. Si vous annoncez que la semaine prochaine, vous allez parler de sa mairie, il va vous appeler. Il va vous verser des millions. Alors qu'avec ces millions, il pouvait bien résoudre le problème qui sera l'objet de votre débat dimanche prochain. Il va préférer vous donner, ça veut dire préfère entretenir les médias que de travailler pour séduire sa propre population. Il y a dans ces différentes mairies le problème des arriérés de salaire. Les maires dilapident l'argent pour venir acheter les investitures. Je ne vais pas citer le nom de la personne en charge qui gère le comptoir des investitures au RDPC. Mais je crois qu'il est de non, mais c'est une gravité. Ah, il est de Bafang. Oui, il me semble. Oui, donc, c'est lui qui gère. Non, c'est lui qui gère. Donc, ça veut dire on passe par lui. On préfère plutôt récupérer l'argent des impôts. Est-ce que vous savez que les Bayamselam payent l'argent pour qu'il y ait entretien de leurs espaces marchands, pour qu'il y ait balayage, pour qu'on crée quand même des conditions d'insalubrité adéquate. Mais les maires préfèrent totaliser, récolter tout cet argent pour attendre la veille des investitures, aller voir la personne en question et son équipe pour acheter des investitures. La plupart des maires RDPC ne tiennent pas leur pouvoir, leur mandat de leur population. Leur mandat vient plutôt du comptoir en question, du comité central du RDPC. Alors, dans ce genre de contexte, est-ce que vous pensez que ces gars peuvent avoir une certaine conscience de redevabilité au point de faire du bien à leur population? Pas du tout. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui ce laxisme total, cet abandon total des voiries urbaines, parce que les gens estiment qu'ils n'ont pas à convaincre leur population. Mais je salue quand même, au passage, une mère ici, on m'a parlé d'elle en bien, j'ai fait un tour de ce côté-là, elle s'appelle Kila Fampou. Voilà, qui fait quand même des efforts. Contrairement à ses collègues qui ont décidé de piller plutôt les caisses des mairies et d'abandonner les populations dans un état de délabrement total ou alors dans des conditions inexplicables. Je vous parle de Essos, le marché d'Essos. Au moment où je suis en train de parler, je suis passé par là hier. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qu'il faut aux mairies? Ce n'est pas quand même la sorcellerie. C'est de trouver des espaces où on va verser les ordures. C'est de chercher des camions qui vont souvent porter ça, venir ramasser et aller jeter ça quelque part. Et ils peuvent utiliser, d'ailleurs, dans le cadre de la décentralisation, ils peuvent utiliser ces ordures-là à des fins de transformation comme Isaac le fait aujourd'hui. Mais curieusement, on préfère plutôt investir dans autre chose, comme je le disais tout à l'heure. Au niveau de Yaoundé, je ne sais pas combien de fois le Premier ministre, ce même Premier ministre, il a toujours dit il faut qu'on enlève le monopole, qu'on retire le monopole à Isaac. Je crois également que le problème avait été posé par le même Premier ministre ou son prédécesseur sur le fait qu'on retire aussi le monopole à Eneo. Parce que quand vous vous retrouvez dans une situation de caporalisation unilatérale d'un marché par un seul acteur, forcément vous serez soumis au chantage. Donc ce que le Premier ministre dit aujourd'hui, c'est juste la répétition. Et comme je l'ai dit, c'est ce parent d'élève qui a de connivence avec son enfant. Samuel Mout, en une minute pour revenir sur la question avant de passer au dernier sujet dans le cadre de cette émission. C'est depuis plusieurs années, j'ai failli dire depuis le début du mandat de 2018, que les populations se plaignent à Yaoundé de l'état des routes, les routes qui sont en piteux état, de l'insalubrité, les ordures partout. On a vu cette sortie, Alice Molo parlait de 2020, où le Premier ministre prescrit les travaux d'urgence. Ensuite, il revient en 2023, il prescrit encore des travaux d'urgence. Et maintenant, en 2025, février 2025, il y a comme une sorte de procrastination. Chaque fois, on remet à plus tard, on va faire ci, on va faire ci. On est à la veille d'une élection présidentielle. Est-ce que le Premier ministre n'est pas dans une logique qui vise à donner le sentiment aux populations qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, peut-être question de susciter un nouveau mandat? À quoi servent les conseils de cabinet? Pour qu'il y ait chaque fois des réunions interministérielles
qu'on ait le sentiment que chaque fois, il faut des réunions interministérielles, comme si c'était des réunions extraordinaires, alors qu'il y a des cadres de concertation prévus dans lesquels ils peuvent vraiment discuter ces questions-là et trouver des solutions sans avoir besoin de ce que un professeur d'université appelle de l'agitation. Est-ce qu'on n'est pas dans les manœuvres préélectorales? En fait, quand vous posez les points à ce thème, c'est toutes les récriminations que l'on fait, que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, à une équipe gouvernante qui est sortie. On utilisera le temps qui nous est dû pour pouvoir promouvoir, faire et faire savoir. Si le faire et faire savoir rentre dans le cadre d'une campagne quelconque qui s'annonce, il faut considérer que le faire savoir commence à partir du moment où le clapet s'est fermé sur une élection et qu'il y a une période également de gouvernance qui s'ouvre. On fera toujours savoir. Après, maintenant, ça peut gêner telle ou telle personne. Mais en réalité, je vais vous dire, je ne prendrai pas une minute, vous allez me retirer la parole à votre convenance. Mais il y a Mono qui vient de dire des choses assez graves, notamment en ce qui concerne les histoires de corruption portées sur un candidat, sur un parti politique, et que vous avez pris avec une certaine posture qui ne me sied absolument pas. Il dit il y a un comptoir qui existe quelque part animé par un fils de Bafan ou un DPC qui vend les mandats. Et quand je vous dis donner le nom, il vous dit non, on ne peut pas sur ce plateau. Mais considérez que le RDPC est sali à travers des propos de ce style-là. Et quand on dit effectivement qu'il faut apaiser l'environnement politique, cet environnement politique doit tenir compte également du respect que nous devons de manière mutuelle. Le RDPC investit les candidats en fonction d'un schéma qui est connu. On envoie sur le terrain récolter les candidatures au mieux. Très souvent, ça se fait au travers d'une élection à l'intérieur des organes. Et cette élection-là est centralisée à rayon de maillage territorial qui est le nôtre aujourd'hui au niveau départemental. Après le départemental, il y a un tamis qui est fait au niveau régional et après le niveau régional, il y a une centralisation qui est faite par une commission au comité central. Je ne voudrais pas admettre que ce genre d'affirmation puisse être faite alors que je suis sur le plateau. Ça me semble totalement désagréable. Donc il n'y a pas de comptoir. Il n'y a pas de comptoir. Alors, deuxième chose, par ailleurs... Avant de terminer sur la question... Est-ce que vous êtes convaincu, honorable? Je suis très convaincu. Alors, c'est quoi le parachutage dont on parle souvent au RDPC? Non, mais le parachutage ne vient pas nécessairement... Mais c'est tout le problème. Dans tous les partis politiques, vous avez ce problème de parachutage. Le parti a le droit d'estimer à un moment donné que compte tenu des enjeux, il peut avoir la préférence de quelqu'un de nouveau, d'une ressource nouvelle. Des enjeux que la base ne comprend pas, certainement. Non, mais on expliquera à la base. On expliquera à la base. Mais encore une dernière fois, même quand vous parlez de parachutage, l'investiture chez nous se fait sur la déclinaison que je vous ai définie tout à l'heure. Une sélection à la base, parachutage ou pas, mais il n'arrivera pas un jour au comité central où on vous dira telle personne n'a pas fait l'objet d'une sélection à la base, mais c'est nous que nous préférons. Ça ne s'est jamais passé. Or, quand j'entends ce genre de propos, et par ailleurs, je ne suis pas sûr que Mono soit président, membre du RDPC, maintenant, les portes sont ouvertes, nous, on est là dans le cadre de il n'y a pas de comptoir au RDPC, et on le tient pour je voudrais, mais en même temps également... Non, vous avez répondu à la question, mais je crois qu'on avance. Mais on est en train d'avancer. Non, on avance pas en revenant, parce que là, on voulait revenir sur les rencontres économiques. Je veux qu'on avance. Je ne suis pas en train d'avancer, je ne suis pas en train de... Je veux qu'on avance. Vous étiez sur la voirie. Vous étiez sur la voirie. Oui, mais vous avez répondu sur la voirie, non? Moi, je répondais sur la voirie à quel moment? Ah, bon, vous la question, la question. D'ailleurs, le premier à qui on a adressé, très bien. Mais écoutez, en plus, vous voulez me retirer la parole pour la donner à mon nom. Je ne sais pas en vertu de quel tour de table vous êtes en train de faire, mais je souhaiterais que ce soit. C'est moi qui dirige le plateau. C'est vous qui dirigez le plateau. Il ne faudra pas également qu'il soit orienté. J'avais la parole. L'autre chose également. Je n'ai même pas répondu à la question que vous m'avez posée. Non, je vous ai posé une question. Laquelle? Vous avez répondu à la question. Donc ah bah voilà. Alors, Alexis Mono, je veux qu'on revienne maintenant sur le dernier sujet en rapport avec ces questions de mémoire. Alors, il y a, on a parcouru les unes des journaux cette semaine. D'ailleurs, même la presse internationale a fait écho, n'est-ce pas, de cette sortie faite par un homme politique sur un plateau de télévision et qui a traité Ernest Ouandié de bandit, de grand bandit.
Alors, la question est celle de savoir si, au regard des éléments qui sont développés par les historiens, on ne peut pas considérer ça comme une profanation quand même assez grave de la mémoire de quelqu'un qui est une figure historique, une figure de l'histoire du Cameroun, et qui a d'ailleurs été réhabilité par une loi, la loi du 16 décembre 1991. Alors, Duval, je ne vais pas prendre la question par ce bout, c'est-à-dire engager un débat sur ce qui ne devrait pas faire l'objet d'un débat. Ernest Ouandié est-il une figure historique? Oui ou non, je crois que c'est une question purement rhétorique, ou alors c'est de la provocation pure et simple. Quelque part, je posais la question de savoir si on peut discuter sur le fait que Bonabéry se situe à Douala ou pas. Ou alors la question de savoir si Paul Biya s'appelle Paul Biya ou pas. Je crois qu'on ne discute pas sur des évidences. Et si on ne le fait pas, et qu'on le fait finalement, c'est parce qu'il y a un autre enjeu. Et c'est ce qui devrait normalement nous intéresser. Tout à l'heure, l'honorable Maud s'est fâché et tout. Vous savez, dans ma culture, je suis un étonne, les étonnes appellent les fesses, zout. Donc, ils ne mâchent pas trop les mots. Et il ne faut pas que nous mâchions aussi les mots sur des questions aussi cruciales, importantes, qui peuvent déboucher sur des choses graves comme les génocides. Aujourd'hui, le problème qui est posé, ce n'est même pas un problème. La communication autour de cette profanation vise une seule chose: la destruction d'un candidat par l'entremise de la disqualification de sa tribu, parce que dans l'imaginaire de ceux qui sont au pouvoir, ou alors de ceux qui pensent détenir le pouvoir tribal, il faut détruire les ennemis politiques, des adversaires politiques, en attaquant ou en détruisant leur base, leur tribu qu'ils estiment, qu'ils considèrent comme base électorale. Aujourd'hui, le problème, il y a un problème bamileke qui se pose. Il faut qu'on se le dise, Duval Fangwa. Il y a un problème bamileke qui se pose. Lorsqu'on attaque Ernest Ouandié, ceux qui attaquent Ernest Ouandié, vous croyez qu'ils ne savent pas que Ernest Ouandié est un héros de l'indépendance du Cameroun? Vous croyez qu'ils sont vraiment convaincus en le disant? Non! Ils le disent de manière intentionnelle et stratégique pour prouver déjà qu'il n'y a jamais eu de héros de l'indépendance ou héros politique en pays bamileke, pour vous démontrer que les bamileke ont toujours fait dans la falsification de l'histoire et créé leurs héros, pour vous faire savoir qu'ils sont des envahisseurs purs et simples, ils ont toujours tué, parce que la personne, l'auteur de cette boule puante, vous parle d'une histoire qui a eu lieu, je crois, dans le Mungo et tout. Donc ce sont des constructions des cabinets noirs de l'ordre dominant qui visent à atteindre l'adversaire Kamto en attaquant sa communauté. Nidjon Frondi a été victime de la même ennemisation de sa communauté, ou alors la bouc émissérisation de sa communauté. Donc aujourd'hui, il faut que nous soyons assez honnêtes. Il faut que nous soyons assez rigoureux dans le langage, ne pas faire dans la langue de bois. Le problème de Ouandié qui est posé aujourd'hui n'a rien à voir avec le fond qui est son statut de héros, ou alors son statut de figure emblématique des luttes d'indépendance. Le problème aujourd'hui est celui d'attaquer la communauté de base de Maurice Kamto. C'est de ça qu'il s'agit, Duval. Alors il faut voir, il faut situer la chose dans son contexte. Le contexte est le contexte de Meyo, où il y a eu des événements. Le contexte est celui des jeunes gars qui ont envahi TikTok pour dire qu'ils vont couper les gens d'une communauté avec les machettes, le moment venu. Dans ce contexte, on vient jeter de manière publique, de manière ostentatoire, au vu et au su de ceux-là qui sont des gardiens de la morale, les gardiens de l'État-nation, les gardiens même de l'éthique républicaine. Ils observent comment un individu ou des individus décident d'organiser
un débat qui n'a pour seul fondement estimer que ces gars sont des faussaires, ils n'ont jamais eu un héros un jour. Et je crois que le système gouvernant, l'ordre dominant, qui pense être un ordre tribal, est en train de tirer les ficelles en back-office et compte tirer profit de cette situation. C'est-à-dire, on essaye de mettre en avant un récit totalement tronqué parce qu'on va atteindre un objectif spécifique. Je le dis du Val-Fangwa. Ces gars qui ont posé le problème du statut de bandit de Ernest Ouandjé ne sont pas eux-mêmes convaincus de ce qu'ils disent, mais ils sont tout simplement actionnés par le cabinet noir du renouveau qui est en train de préparer les élections présidentielles. Mais pourquoi vous en arrivez à cette conclusion, Aristide? Pourquoi, lorsqu'on a écouté l'auteur de cette sortie, justement, il fondait son argument sur le fait que le Cameroun ait accédé à l'indépendance en 1960 et qu'on ne comprenait plus pourquoi, après l'accession à l'indépendance, certaines figures continuaient à mener une lutte pour une indépendance qui était justement leur objectif. Il a expliqué que, de ce point de vue-là, des gens qui continuent à mener des batailles à la suite de cette indépendance peuvent avoir d'autres dessins qui n'ont plus rien à voir avec des figures nationalistes. Ça, c'est le raisonnement qu'ils ont fait. Même si cela a été démontré, et même si cela a été présenté comme un argument. C'est un faux raisonnement, Duval. Moi, je ne voulais pas entrer dans ce débat, ma foi, qui est un non-lieu. La question est simple. Est-ce que lorsque une armée gouvernementale décide de mener des exactions sur le terrain, de tuer les ennemis, est-ce que c'est l'acte de tuer fait de cette armée gouvernementale un contingent de bandits? Le problème, c'est au niveau de la violence. La notion de la force légitime. La force légitime. Ça veut dire en situation d'oppression coloniale, en situation d'oppression néocoloniale, face aux nationalistes qui ont la force légitime. Ce sont les nationalistes qui ont la force légitime. Parce que même quand l'armée tue en situation de force légitime, ce ne sont pas des étrangers. L'armée camerounaise tue par exemple en zone anglophone. Et ceux qui sont tués, ce sont des Camerounais. Mais l'armée camerounaise est en situation de force légitime. C'est pourquoi on ne peut pas la traiter de bandit. Alors je pose une question simple, Duval. Entre l'armée coloniale, l'armée néocoloniale et l'armée nationaliste qui est en situation de légitime défense, dès qu'on trouve celui qui est en situation de légitime défense, on saura qui est finalement bandit dans cette affaire. Donc c'est pourquoi je ne voulais pas entrer dans ce débat académique ou ce débat intellectuellement sophistiqué en essayant de vous montrer là où se situe le problème. Le problème, c'est celui que j'ai pointé tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la préservation des intérêts à venir en octobre, il faut chercher à fragiliser un candidat à partir de sa communauté parce que dans leur imaginaire, les candidats sont supportés par leur communauté. Alors, et donc, il y a donc un ensemble de questionnements autour de cette sortie de ce compatriote en rapport avec la mémoire d'Ernest Ouandjé. Est-ce que finalement cela traduit l'ignorance? Ce personnage n'a aucune idée de l'histoire de notre pays parce qu'il faut rappeler que nous avons donné la parole à une UPCiste comme Ayet Ekwe qui a indiqué que bon, ça traduisait une sorte d'ignorance, une sorte de manque de culture historique de la part de ce personnage-là. Vous en avez qui estiment que ça traduit justement une crise mémorielle de façon globale. Il y a une sorte de taboutisation de l'histoire de notre pays, notamment cette période de trouble entre 1955 qui marque l'interdiction de l'Union des populations du Cameroun et 1971 lorsque disparaît le dernier véritable leader nationaliste UPCiste. Et vous avez également certains qui estiment, comme Aristide Mono, qu'il s'agit d'une construction, qu'il s'agit là, n'est-ce pas, des porte-paroles d'un cabinet noir qui sont dans une opération de manipulation à des fins de pouvoir politique. Duval Fangwa, je vais vous dire ce que j'en pense. Un individu sans foi ni loi s'est tristement distingué. Dimanche dernier, sur un plateau de télévision de ce pays,
par une grosse dérive langagière à l'endroit d'un grand nationaliste camerounais qu'il a qualifié de grand bandit. Ignore que la loi numéro 91, base 022 du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun a été nommément cité. Il est cité, Ernest Ouandé a été cité dans cette loi parmi les figures annoncées dans ce texte, aux côtés d'autres grands nationalistes dont Ruben Oubniobé et Félix Roland Moumié, dont nous connaissons les rôles et les responsabilités à l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Nous tenons à dénoncer ce mépris grossier envers Ernest Ouandé et cette tentative de révisionnisme. Cette façon de travestir la vérité historique est grave et inacceptable. Grave, parce que cela questionne le patriotisme et le sentiment national chez certains compatriotes. Inacceptable, parce que cela remet sur la sellette le débat autour des questions mémorielles. À la suite de ce personnage ubuesque qui écume les plateaux de télévision pour distiller la haine et le rejet de l'autre, un ministre de la République s'est pratiquement lancé dans les mêmes errements. Sauf que il ne s'est pas à la suite ravisé. Il a fait un rétropédalage. Il a fait son mea culpa. Ce membre du gouvernement s'est rappelé que le président de la République, qu'il a nommé, reconnaît la place prépondérante des nationalistes camerounais dans la quête de l'indépendance véritable du Cameroun. Je voudrais dire également ceci. Dans une interview que nous a accordée, la figure emblématique du One Cameroun, qui était une association alliée à l'UPC, Ndé Toumaza, de regretter mémoire, qui était un grand acteur de l'UPC et qui a été très proche des leaders de l'UPC, notamment Ruben Oubniobé, Ernest Ouandé, Abel Kingé, a déclaré dans la Nouvelle Expression une grande interview en août 1991, je le cite: c'est idiot de croire que les UPCistes, c'est idiot, je le redis, c'est idiot de croire que les UPCistes brûlaient ou volaient les biens des gens qui les soutenaient. Fin de citation. Parce que effectivement, il détaille dans cet entretien de Toumaza, vous ne pouvez pas être UPCiste, vouloir le bien des Camerounais, lutter contre le colonisateur et détruire, voler les biens des planteurs qui vous soutiennent dans votre lutte contre le colon. Et voilà la bêtise qu'a voulu faire croire un homme politique dont je ne peux même pas citer le nom, parce que ce serait indécent et manquer de respect aux téléspectateurs qui nous écoutent. L'UPC a eu de grands leaders. L'UPC a des militants et sympathisants qui ont donné leur vie pour la nation. Ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Ernest Ouandé a été jugé dans une parodie de procès. Et je rappelle qu'il n'a pas été arrêté. Il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. En août 70, il a été jugé. En décembre, de décembre à janvier 71. Et puis, il a été condamné à mort avec d'autres camarades, d'autres grands camarades. Et exécuté sur la place publique à Bafoussam le 15 janvier 1971 avec deux de ses lieutenants, Foti Raphaël et Tabeu Gabriel, alias Wambo le Courant. Et je rappelle que le jour de son exécution, il a refusé qu'on lui mette un bandage sur les yeux. Donc il affrontait face à face les soldats chargés de l'exécuter. Il avait toujours ce sourire. Il a dit, allez dire à mon épouse et à mes enfants que je n'ai pas trahi. Et c'est ainsi qu'il a été exécuté. Donc quelqu'un meurt ici pour son pays, a lutté pour l'indépendance et la réunification, a lutté pour l'indépendance véritable, parce que l'UPC n'a jamais considéré
l'indépendance du Cameroun oriental du 1er janvier 1960 comme une indépendance. Moumié disait que c'est l'indépendance formelle. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à revendiquer notre souveraineté que nous n'avons pas politiquement, économiquement et financièrement. Willy Mengue, je voudrais avoir votre avis sur cette question. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de cette sortie controversée au sujet de la mémoire de Ernest Ouandjé. Je crois que la question est très pertinente et très profonde depuis quasiment une semaine aujourd'hui. Et ça prend même d'autres proportions. Dans les forats, quand vous entrez, on dit un peu de tout. Mais je pense que nous devons rester focus sur la républicanisation de nos comportements. Nous devons républicaniser nos comportements. L'État du Cameroun, en tant que nation, s'est admise de vivre ensemble l'intégration nationale. La nation camerounaise étant assise sur une plateforme plurielle et diversifiée. Une diversification sociologique importante. D'autres gens parlent d'une bigarrue de communautés, dans des communautés différentes les unes et les autres, mais qui, en temps normal, n'ont pas du mal à vivre ensemble. S'il y a ici ou là ce qui tire les ficelles du tribalisme ou de la haine de certaines communautés envers d'autres, à des fins politiques, comme l'a développé tout à l'heure le Dr Aristide Monon. Alors, chez nous, je vous ai toujours dit, moi je suis Beti Benanga, je suis Ekan. Nous disons généralement que Nge Ojoyana Wazudi Mbanga Binozoi Jibentiano Kop. Je vais traduire parce que c'est l'essentiel. Nge Ojoyana Wazudi Mbanga Binozoi Wajibentiano Kop. Zoi, c'est la civette. Et les femmes petits aimaient justement manger les bourses de la civette. Sauf qu'il faut dépuceter les bourses de la civette avant de les manger. Donc vous devez supporter, enlever les puces sur les bourses de la civette avant de manger, parce qu'on aime manger les bourses de la civette. Ça veut dire que nous avons admis vivre ensemble, bâtir une nation plurielle sociologiquement. C'est un devoir. Il nous revient, chaque communauté, chaque acteur d'une communauté, chaque élément d'une communauté, d'accepter la différence de l'autre. Il faut accepter la différence de l'autre. Oui, il faut accepter, enlever les puces pour se nourrir de ces bourses-là qui sont importantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a garanti l'intégration nationale dans le mixage de nos sociétés ou de nos communautés, il ressort là une nation forte. Nous avons un souci, peut-être, pour certains. Il y a la tribalité qu'il faut mettre d'un côté et le tribalisme de l'autre côté. Parce que les gens confondent les deux concepts. Chaque groupe communautaire aime les réalités qui sont siennes. C'est-à-dire, le Grassfield aime être Grassfield. C'est légitime. Le Fambeti aime être Fambeti. C'est la tribalité. C'est légitime. Sauf que la tribalité se conjugue différemment selon les grands groupes communautaires. Vous allez par exemple voir que chez les Grassfield, je prends un exemple. Quand on est un petit focou, on aspire à être un grand focou. Et une fois qu'on est un grand focou, on veut créer d'autres focus. C'est ça la force de ce groupe communautaire-là. C'est ce qu'on appelle chez nous le Sangoulou Motanungula Monyan. Le Sangoulou Motanungula Monyan, c'est-à-dire c'est la forte solidarité qui crée des tyrans pour fabriquer, pour renforcer le dynamisme d'une communauté. Et c'est différent donc chez nous les Fambeti. Chez nous les Fambeti, c'est le Keza. C'est-à-dire, lorsque un Keza est déjà chez nous, il n'aime pas que l'autre émerge. Et ça fait que c'est l'expression d'une tribalité de l'autre côté. Et ça crée un problème. Parce qu'on a l'impression, nous les Fambeti, qu'il y a un peuple qui est taré. Il y a une communauté tarée, invectivante, qui vient envahir. Non. Il faut qu'on se regarde dans les yeux. Si on a certaines défaillances, on peut se compléter avec les autres. C'est ça l'intégration nationale. C'est ça l'intégration nationale. Je ne vois pas en quoi, à chaque moment, certains vont penser avoir
la hauteur sur d'autres, penser que certaines ethnies ou tribus sont tarées, d'autres ont des anges, sont des anges. Certaines ethnies sont nées avec les bottes et les perrons pour diriger, d'autres sont nées pour suivre. Il faut qu'on sorte de là. C'est une affaire de culture, de citoyenneté. Il faut cultiver la citoyenneté et cultiver la fraternité. C'est pour cela que le MRC, dans son projet politique, se soucie, dès que nous allons prendre le pouvoir, d'organiser les assises nationales de fraternité et de citoyenneté. C'est très important pour que les Camerounais se regardent avec des considérations de fraternité et non des considérations identitaires. Pour que les Camerounais se regardent avec des considérations de citoyenneté et non des considérations de promotion de certaines ethnies. C'est des éléments très importants. Et sortant de ces assises nationales de citoyenneté, parce que nous parlons justement des mémoires de nos héros nationaux, dont un, aujourd'hui, depuis une semaine, a été écorché, a été complètement défiguré sur la place publique. De ces assises, il y aura une réhabilitation, alors la vraie, de nos héros nationaux, avec la mise en place d'un panthéon national. Parce que quand on dit aujourd'hui on a les héros nationaux, il faut les reconstituer matériellement. Ça se passe comme ça dans les grandes nations, le panthéon national. Quand vous arrivez aux États-Unis, quand on dit qu'on est héros national, on les trouve dans le Panthéon. Vous allez trouver un George Washington au Panthéon. Vous allez trouver un Thomas Jefferson au Panthéon. Un Benjamin Franklin au Panthéon. Donc, le Cameroun doit reconstituer, doit matérialiser ces héros et les mettre dans un panthéon comme ça, dont ils seront sacrés. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le comportement de cet acteur-là, politique, dont j'aime toujours taire le nom pour ne pas avoir des problèmes dans la tête, je dis c'est avec légèreté. Vous ne pouvez pas aller vous placer aujourd'hui en France et dire que Lafayette était un grand bandit. Mais je vous dis, vous n'allez pas sortir de Paris. Vous ne pouvez pas arriver en France et dire que Camille de Moulin était un grand bandit. C'est les gens qui ont bâti un pays. Nous avons nos héros. Si déjà on dit que Ouandié était un bandit, on va entendre demain que Martin Paul Sam était un bandit. On risque d'entendre que Dola Magabel était un bandit. Et ce qui est encore difficile dans cette histoire, c'est le mutisme de l'État. Ah oui, justement. C'est-à-dire le mutisme de l'État. C'est cet État qui a érigé ces acteurs-là en héros nationaux. Un héros national est un symbole national au même titre que l'hymne national. Que ce foutriquaire, je l'appelle un foutriquaire, ce monsieur-là, est en train de défigurer aujourd'hui. Mais c'est terrible quand il raconte ces carabistouilles à gauche et à droite. Sur fond de haine contre une communauté, je dis qu'il faut on doit sortir de là. Nous avons beaucoup à faire pour garantir l'unité nationale, l'intégration nationale. Nous avons décidé de vivre ensemble, alors chacun doit accepter les défaillances de l'autre, en puisant dans les performances de l'autre. Alors, l'honorable Samuel Moutre, est-ce que vous comprenez le mutisme du pouvoir public? Est-ce que vous, en tant que député, vous ne vous sentez pas un tout petit peu embêté de voir que les lois que vous adoptez sont ainsi piétinées sur la place publique? Il y a une loi qui réhabilite certaines figures de l'histoire du Cameroun, et vous avez quelqu'un qui vient sur la place publique en mondo-vision remettre en question. Est-ce que cette loi-là n'est pas piétinée? Est-ce que ce n'est pas un problème? Qu'est-ce qui peut justifier que jusqu'ici, il y ait comme une sorte de silence, une sorte d'omerta sur ce qu'on peut considérer comme la profanation de la mémoire? J'ai bien peur pour la Constitution nationale que, apparemment, chacun de nous appelle de tous ses voeux sur le plateau. Parce qu'à une réponse que nous considérons également comme étant une réponse condamnable, il y a des propos condamnables qui sont tenus ici ou là avec une virulence qui, pour moi, n'a pas de lieu d'être. Il n'y a pas de mutisme de gouvernement. On considère que dans le gouvernement, on peut discuter d'un certain nombre de choses. C'est dans la discussion que jaillit une certaine, des opinions partagées. Il n'y a pas à jeter quelqu'un à l'hégémonie. Ce que je retiens d'Ernest Ouandié, c'est toujours cette photo-là qui a toujours circulé, de ce grand monsieur sortant du tribunal, certainement mutilé, très probablement celui qui l'a condamné, avec une démarche altière, les yeux rivés vers ce que je pourrais considérer comme étant son destin et qu'il a assumé jusqu'au bout. Cela s'arrête. Après maintenant, vous évoquez la loi de 1991. La loi, ce n'était pas la loi de béatification.
Après, maintenant, vous voulez tout remettre sous le contexte de la tribu. Je trouve ça totalement exécrable. Je peux vous assurer que je suis né après les années 60. Mon âge de naissance témoigne. Il porte notamment quelque chose d'un signe particulier qui est celui d'un timbre qui était à l'époque marqué timbre de la République française, entre parenthèses Cameroun. C'est-à-dire que je considère que c'était le volant du timbre qui était encore resté en stock dans l'arrière-pays et que l'on a collé, bien qu'ayant été indépendant depuis 1960, on continuait à coller dans les actes. Je suis né avant, mais j'ai connu cette guerre. Et là, à la limite, je peux parler librement parce que je ne suis pas du Mungo. Et là également, ce n'est pas forcément le choc des cultures, des ethnies qui fait que pendant toute cette période-là dans ma région, la guerre a perduré. Mon jeune frère est né 3 ans plus tard que moi pendant qu'on fouillait la guerre. Cette guerre-là qui a été entretenue par des Camerounais, très probablement contre les Camerounais. Est-ce qu'on peut se le dire sans toutefois que les gens montent sur de grands chevaux en disant « Ah oui, on a trahi la pensée de l'autre, on a insulté l'autre ». C'est la vérité. Entre 1962 ou 1960 et 1971, 1969, je l'ai vécu de mes yeux, les Camerounais ont tué des Camerounais, on peut également se le dire, sans toutefois qu'on rentre dans une espèce de tribu, on nous pose on se pose les uns contre les autres. C'est une réalité. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que dans une guérilla, des gens qui sont armés et qui n'ont que pour seule retenue qu'une règle de morale qui traversait leur esprit, ne peuvent pas se sentir pour tout puissant à un moment donné? Il y a eu des exactions, ce serait bien qu'on le reconnaisse également. Il est clair que notre armée, nos propres fils ont massacré des gens chez moi. Et attendez, il faut être positif également dans ce qui concerne notre cheminement personnel. Je dois ma scolarité parce qu'en 1969, on a incendié les dernières cases du dernier campement dans lequel on était. Dernier campement dans lequel il n'y avait pas une école. Et le fait d'avoir été déguerpi, dans ces conditions-là que je suis en train d'évoquer, m'ont rapproché d'un centre dans lequel j'ai reçu une éducation. Je prends ça comme quelque chose de positif. Je ne rentrerai pas là dans les récriminations de ce qui s'est passé. Je considère que ça également, ça m'a sauvé la vie. Mais c'est notre passé commun. Après, maintenant, on crée un cadre dans lequel on discute de tout ça. Mais quand on dit qu'on discute de tout ça, il n'y aura pas de tabou. Je suis désolé. On dira qu'il y a telle chose qui s'est passée. Après, maintenant, on a canonisé, selon vous, un certain nombre de personnes. Je considère qu'on a dit... Pas selon nous, il y a une loi. Non, c'est pas... Mais elle n'est pas canonique, cette loi-là. Ce n'est pas une loi de béatification. Et encore, il parlait tout à l'heure de la France. On reconnaît bien qu'ayant été un grand président de la République française, François Mitterrand a un passé de collabo. Et on le dit sans embâche, il y a des livres qui sont écrits sur ça. Et il n'a jamais été, personne n'a jamais été condamné pour ces faits-là. Ces relations avec Touvier sont connues. Touvier qui par la suite a été condamné pour également ces faits également de collabo. Pourquoi est-ce que vous nous mettons le feu là où effectivement il faut apaiser? Il y a une parole qui est partie, très bien, elle est partie. Vous pensez que ça change quoi dans le destin d'Ernest Ouangé? Alors lorsqu'on vous écoute, ça ne change absolument rien. Lorsqu'on vous écoute, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que la déclaration faite à savoir que ce héros est un bandit, vous la validez? Je ne le dirai pas parce que, écoutez, je ne parle pas comme ça, c'est pour ça que je suis en train de dire, je ne mettrai pas les paroles de quelqu'un d'autre dans ma bouche. Généralement, quand j'affirme, c'est un fait que j'ai vécu. En 1969, la case de mon papa a été incendiée de la même façon que tous les cases qui étaient tout autour. Ça nous a poussé à aller. En 1965, j'ai mon jeune frère qui est né en courant, en fouillant ce qu'on appelait à l'époque les bandits. Mais en réalité, c'est des gens de la guérilla. C'est comme ça qu'on les percevait à cette période. Le dire ne serait pas remettre en cause les faits historiques. Ce ne serait pas remettre en cause les faits historiques. Après maintenant, dans le cadre du chemin qui est le nôtre, vérité et réconciliation, on s'est dit un certain nombre de choses. Après, maintenant, on s'accorde sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que demain ou après-demain, il faudra que l'on trouve des ressorts pour continuer à vivre ensemble. Willy Nenga a commencé très bien son propos. Après, maintenant, il se rentre dans un comparatif qu'a également considéré comme étant indécent. Mais comme il est dans ce comparatif-là, je voudrais terminer là-dessus. Il s'est présenté tout à l'heure comme étant boulot. Je considère donc que sur le plateau, il y a quelqu'un au moins qui est dispensé de ce concours-là pour pouvoir devenir boulot. Il faut arrêter avec tout ça. Nous sommes dans une nation dans laquelle, effectivement, nous appelons de tout nouveau les croisements qui feront
fait en sorte que demain ou après-demain, lorsqu'on va se trouver face à un individu, le nom ne signifiera rien du tout. Le patronyme ne signifiera rien du tout. On ne demandera pas là où il est né, d'où viennent ses parents et arrière-grands-parents. Écoutez, Duval Fangwa, je voudrais terminer. De plus en plus, on a des noms comme ça qui renvoient. Vous avez entendu parler de la forêt de Bon? Le drame dans la forêt de Bon aujourd'hui, c'est que c'est ma communauté qui est concernée. Aujourd'hui, nous sommes sans terre. Parce que du fait de cette guerre d'indépendance, pas parce que les colons nous ont pourchassés, mais c'est parce qu'il y a un foyer de tension qu'on a créé à cet endroit qui a poussé qu'aujourd'hui, qu'on nous déguerpisse. Nous luttons avec les armes républicaines, pourquoi nous poussons y repartir. Mais pour rien au monde, on s'en prendra à quelqu'un pour pouvoir dire, encore que, tribu pour tribu, à l'intérieur de ces gens-là qui nous pourchassaient, il y avait nos propres fils, c'est-à-dire que le fils même de ma propre communauté. Donc il faut arrêter avec tout ça. Oui, rapidement, pour dire que l'honorable Samuel Maud fait dans la langue de bois. Oui, bien sûr, comme d'habitude. Parce que dans son raisonnement, il vous dit Ernest Ouandjé, c'est un héros, et après il vous dit c'est un bandit, mais il ne va pas utiliser le terme bandit. Est-ce que moi j'ai dit qu'il était bandit? Donc, je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas jouer avec les... Et puis il ne faut pas personnaliser les débats. Parce que en fait, là, vous ce que vous avez à poser comme question, c'est quoi l'opportunité de la mise en avant de c'est vous qui avez fait l'opportunité sur ces questions-là. Sur ces questions-là, honorable, interrogez l'opportunité, interrogez les précédents et vous allez comprendre nos conclusions. Et quand vous demandez aux gens de laisser passer, lorsque Valère Bessala dit qu'il y avait un laisser-passer, pourquoi les promoteurs de ce statut de bandit de Ernest Ouandjé n'ont pas laissé passer cette déclaration de Valère Bessala? J'ai entendu également que le laisser-passer était... Alors nous sommes tous matures. J'ai entendu également que ce laisser-passer-là était accolé à une seule seconde, ce qui est totalement... Je tiens à dire quelque chose là. Non, mais honorable Samuel Maud, vraiment, vous faites pitié. Très bien. Très bien. Moi, j'ai honte pour vous, pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Très bien. Personne n'a dit sur ce plateau ou eu l'intention de dire qu'on veut béatifier ou canoniser les grandes figures de l'histoire du Cameroun. Personne ne l'a dit. Mais vous avez dit ça au moins 2 fois. Que ce n'est pas une question de béatifier. Il n'y a pas une loi pour béatifier ou pour canoniser qui que ce soit. Laissez-moi m'exprimer, honorable. C'est trop grave. Ce qui se passe, c'est grave. Je pourrais m'exprimer après vous. Ce qui se passe, c'est très grave, honorable. Laissez-moi m'exprimer. S'il vous plaît, on a bien démarré le débat. Permettons que cela s'achève normalement. Allez-y, le temps de réagir. Allez-y, Edmond. Parce que, sans le dire, effectivement, vous donnez l'impression qu'Ernest Ouandjé est un grand bandit. Vous ne l'avez pas dit tel quel, mais la manière dont vous vous êtes exprimé, la manière de banaliser une déclaration aussi grave que celle d'un compatriote qui ignore la loi, qui va même contre la loi. Donc je vais citer rapidement deux paragraphes d'un article ici, montre bien que honorable, vous déshonorez l'Assemblée nationale. Laissez-moi terminer. La loi dit quoi? Je peux parler. La loi de 91, base 022 du 16 décembre 1991, portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun, article 1er, paragraphe 1er. La présente loi porte réhabilitation de grandes figures de l'histoire du Cameroun, aujourd'hui disparues, qui ont œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays, le rayonnement de son histoire ou de sa culture. Ça, c'est le paragraphe 1er de l'article 1er. J'espère que vous avez bien suivi. Et il y a ensuite l'article 2 de la même loi qui dit... Allez à l'article 3, c'est mieux. Vous n'allez pas dire... Allez à l'article 3. L'article 2 de la même loi dit ceci. La réhabilitation visée à l'article 1er ci-dessus a pour effet, suivez-moi bien, a pour effet de dissiper tout préjugé négatif qui entourait toute référence à ces personnes, notamment en ce qui concerne leur nom, biographie, effigie, portrait, la dénomination des rues, monuments ou édifices publics. Ça, c'est la fin de ce texte. L'article 1er numéro et l'article 2, qui montrent très bien que ces figures historiques, en réalité, doivent être respectées. Je résume ça ici. Laissez-moi terminer.
en citant une fois de plus un extrait de l'article, de l'entretien dont j'ai parlé d'Elié Toumaza. Il disait que c'est le pouvoir colonial qui a fabriqué, monté des bandes armées pour aller commettre des actes odieux, des crimes qu'il mettait ensuite sur le dos de l'UPC pour accuser l'UPC de discréditer l'UPC du côté de la région du peuple. Merci messieurs d'être venus, merci à vous messieurs d'être venus sur ce plateau, merci à vous madame, messieurs d'avoir regardé cette livraison de droit de réponse. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.